on vous a donné le cœur de figurer parmi les meilleurs. Quand vous apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. De l'animal royal vous avez le sang bleu, et les rois du football c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien, alors ce soir on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager, tous ensemble décidons de chanter. Allez Sochaux, allez, 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 allez. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30 comme d'habitude, vous savez, tous les lundis c'est pareil, ou presque tous les lundis, tout dépend s'il y a de l'actualité sportive ou pas du tout. Alors ce soir au programme, comme d'habitude on va faire le tour d'horizon des championnats étrangers, on parlera de la Coupe de France féminine et justement on s'intéressera aux résultats des équipes franc-comtoises, car il y avait le FC Vesoul qui rencontrait le Dijon FCO et il y avait également l'US Saint-Vith qui rencontrait Rodez. C'était ce dimanche du côté du stade Christian Dousseau. On parlera bien évidemment un petit mot de Coupe de la Ligue et on reviendra sur la 20e journée de championnat en Ligue 1. Bien sûr la page Dominus Ligue consacrée au FC Sochaux-Montbéliard également, avec la page, vous avez l'habitude. On reviendra sur ce qui s'est passé en National 2, National 3. On va revenir également sur ce qui s'est passé en handball. Il y avait un gros match ce samedi du côté du Palais des Sports pour le SBF qui recevait le leader Brest. On verra ce qui s'est passé dans cette rencontre et les différentes réactions. On va revenir également sur ce qui s'est passé du côté du basket avec le Bezac. Enfin, bref, vous avez compris, toute l'actualité sportive. Et des places à gagner ce soir pour FCSM Lorient. Bon, c'est pas tout de suite, c'est pas le week-end prochain, c'est dans 15 jours. Mais on les fait gagner depuis maintenant. Donc ça sera la page consacrée à ce show. Vous appelez et c'est gagné. Voilà, c'est pas compliqué ce soir. On n'avait pas envie de poser de questions. Ça prend du temps et puis il faut trouver la question. Donc on n'avait pas envie. Donc ce soir, vous appelez et vous remporterez ces places. Bonsoir Monsieur Frédéric Fitch. Salut Fred, bonsoir à tous. Allez, on va couper un peu la musique, même si on adore, même si bien évidemment on adore cet hymne sochalien, eh bien il faut aussi baisser un petit peu. Ça va Fred ? Oui, toi. Écoute, bonne année au fait, puisque c'est la première de l'année, oui. Et oui, tu l'as rappelé, je ne l'ai pas dit en préambule, mais bon, j'attendais que tu me lances la perche. On vous souhaite une excellente année 2020. Surtout la santé, car c'est très important. Mais on vous souhaite tous nos voeux pour cette nouvelle année, dans toutes vos perspectives. Et puis, justement, beaucoup de réussite. Oui, Fred, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai tout dit ? En plus, cette année 2020 va être très sportive, très foot, puisque ça va mener jusqu'à l'Eurofootball cette saison présente déjà. Exactement, oui. Il y aura bien sûr l'Euro 2020. En juin prochain. Au mois de juin. Dans des pays différents, au passage. C'est ça va être très compliqué. Hormis la France, puisqu'ils ont organisé le dernier championnat d'Europe. C'est ça, et on va faire un petit peu le tour d'Europe. Et bien justement, tu me tends une perche. Tu l'as fait exprès ? Non, mais on va commencer par les différents championnats européens. Oui, on va regarder ce qui s'est passé dans les différents championnats européens avec tout d'abord direction l'Angleterre. Et ça, c'est la première ligue. C'était la 22e journée. Et voici tous les résultats avec Sheffield United qui, ce vendredi 10 janvier, a battu West Ham 1-0. Crystal Palace et Arsenal font match nul 1 but partout. Manchester United s'est repris en battant Norwich City 4-0. Chelsea en a fait de même face à Burnley 3-0. Everton a battu Brighton 1-0. Leicester City a été défait sur son terrain par Southampton 2-1. Wolverhampton et Newcastle 1 but partout. Liverpool continue sa route en avant vers le titre en s'imposant du côté de Tottenham 1-0. Watford en a fait de même du côté de Bournemouth 3-0. Et puis Manchester City a étrié Aston Villa 6-1.
Il ne restera pas de journée. Au classement, Liverpool toujours en tête avec 61 points. De match, tu veux dire pas de Comment journée. Il restera pas de journée, plutôt de match. Oui, il restera. Moi, je voulais dire, il restera pas de match dans cette journée. Voilà, c'est mieux si on remet les choses dans le bon ordre. Manchester City est deuxième, lui, déjà à 14 points de Liverpool avec 47 points. Troisième, Leicester City, 45 points. Quatrième, Chelsea, 39 points. Cinquième, Manchester United, 34 points. Et sixième, Sheffield United avec 32 points. Équipe surprise, on peut le dire, de cette première ligue. Au classement des buteurs, Vardy de Leicester City en est à 17 buts, Aubameyang Arsenal 14 et Rashford, le joueur mancunien de Man United, est à 14 buts également. J'ai dit des points ou des buts ? Non, le nombre de buts, oui. J'ai dit des buts, j'ai mal dit des buts. Faut suivre, hein, Fred. Hein, compte sur toi ce soir pour suivre. On va maintenant s'intéresser à l'Espagne, direction la Liga avec tous les résultats de cette 19e journée. Oui, Fred. Oui, la Liga, j'allais dire la Liga. Ah, c'est pas la Ligue 1, c'est la Liga. La Liga, oui. La Liga avec ce qui s'est passé ce vendredi, enfin déjà plutôt ce samedi. Non, mais non, parce que il y a eu, genre, j'ai pas les résultats là, je sais pas ce qui se passe là, hein, les résultats bizardos là. Ah. Bizarre. C'est à propos de quel match c'est à propos de toute la journée. Bon bah écoute, allez, tu vas me retrouver ça. Ensuite, on parle de l'Italie avec la 19e journée qui avait lieu déjà ce samedi 11 janvier. Avec tout d'abord l'Inter de Milan et l'Atalanta Bergame qui font match nul 1 but partout. La Lazio de Rome et Naples 1-0. Le Milan AC est allé battre Cagliari 2-0. L'Udinese a battu Sassuolo 3-0. La Sampdoria de Gênes a battu Brescia 5-1. La Fiorentina Spal Ferrara 1-0. Le Torino a battu Bologne 1-0. Et la Vérone 2-1 face au Genoa. Et la Juventus de Turin a clôturé cette 19e journée en allant battre l'AS Rome 2-1. Mais est-ce qu'il y a une journée en Espagne ? Non, il n'y a pas eu de journée en Espagne. C'était pas la Super Coupe d'Espagne ce week-end ? Oui, c'est la Super Coupe oui, d'Espagne. C'est la Super Coupe. J'étais en train de me dire, c'est pas possible. Oui, la Super Coupe d'Espagne qui a vu le Real Madrid. Pas de résultats. Ils jouent que ce week-end. Donc, oui, c'est ça. Le Real Madrid qui s'est imposé. En plus, j'ai regardé le match, donc vraiment, j'ai aucune excuse sur ce coup-là. Oui, le Real Madrid qui s'est imposé au tir au but. Alors, c'est Ramos qui a qualifié son équipe face à l'Atlético Madrid. Petit mot sur le Barça. Apparemment, on annoncerait peut-être le limogeage de l'entraîneur du Barça, Ernesto Valverde. Selon l'équipe, d'après ce que j'ai lu dans ce site de l'équipe ce matin. Donc. C'est possible, on verra, on suivra si cette information... Il y avait une réunion autour du club. Donc. S'il y avait une réunion alors... On verra si cette information est avérée. Pourtant, le Barça est en tête à égalité de points avec le Real Madrid. Oui, après, peut-être que ça se passe mal avec le groupe, peut-être que ça se passe mal avec... Peut-être en interne, parce que... Avec les dirigeants en interne, oui, il y a toutes des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. On va regarder ce qui s'est passé en Allemagne. Non, il ne s'est rien passé en Allemagne, car la 18e journée aura lieu le vendredi 17 janvier. C'est d'être en la coupe, ou c'est peut-être pour ça aussi. Alors, je n'ai pas fait attention, donc tu vas pouvoir me renseigner sur ceci. On a fait le tour, puisqu'on a eu l'Angleterre et l'Italie. Et oui, il y avait des championnats tronqués. Tous les championnats n'ont n'ont pas pas les encore Suisses repris. par hasard non, j'ai pas les résultats du championnat suisse, Super car League, je vais dire, j'ai regardé quelques fois et puis j'y comprends plus rien dans les dates. Alors un jour ils jouent pas, un jour c'est la 25e c'est-à-dire qu'au mois de janvier, journée. il y a souvent des coupes nationales. C'est souvent les coupes nationales ou des super coupes d'Europe Oui, donc après j'ai un peu de mal à suivre le championnat suisse pour le moment. Mais toi, si tu as des infos, tu nous en diras plus. Mais là, on va aborder... On va retourner en France. On traverse le Rhin maintenant, puisqu'on était en Allemagne. On va traverser le Rhin et puis on retourne en France. Oui, on va parler un petit peu... On va parler Coupe de France. Est-ce que ça te dit ? Coupe de France féminine cette fois-ci. Allez, c'est parti.
C'est parti pour la Coupe de France féminine. Alors après, je ne sais pas si c'était le bon hymne parce que j'en ai pas trouvé d'autres pour tout dire. Ouais, et puis en parlant de Coupe de France, ce week-end c'est les 16e de finale de Coupe de France masculine aussi. Oui, on en parlera après. Mais là, on va... tout à l'heure. Mais bon, c'était juste pour le signaler. Oui, bien sûr, bien évidemment. Et là, on va parler de ce qui s'est passé chez les filles avec tout d'abord quelques résultats avec Lille qui a battu Orléans 2-0. On a nos filles du FC Vesoul qui se sont inclinées sur leur terrain face au Dijon FCO 12-0. Rappelons que le Dijon FCO, pardon, le DFCO, voilà, ça va aller mieux si je prononce que les lettres. Le DFCO est en division 1 Arkema. Et d'autres résultats aussi avec l'AS Nancy-Lorraine qui a perdu sur son terrain face à Thonon-Évian 2-0. Montauban est allé battre le Stade Brestois 1-0. On a également Arras qui est allé battre La Roche-sur-Yon 1-0. D'autres résultats avec des équipes qui jouent en division 1 Arkema avec l'En Avant de Guingamp qui est allé battre le FC Fleury 2-1. Montpellier aussi est allé battre Yzeure 6-1. On a le FC Metz et la Saint-Étienne qui ont fait match nul 2 buts partout. Et c'est finalement le FC Metz qui s'est imposé au tir au but 6-5. On a Grenoble qui a battu Vandenheim 2-0. Le Stade de Reims est allé battre Saint-Denis 4-1. Et l'Olympique lyonnais a infligé une correction à l'Olympique de Marseille 9-1. Alors, j'ai dû rater le PSG ou non, je ne le vois pas, le Paris Saint-Germain. J'ai le Paris FC aussi face aux Girondins de Bordeaux. C'est les Girondins de Bordeaux qui s'imposent 5-4. Retrouve-moi, j'ai le PSG parce que je ne le vois pas, c'est bizarre, il me semblait qu'il jouait, mais je peux me tromper. On va maintenant s'intéresser au match entre l'US Saint-Vith et Rodez. Rodez qui était en Division 1 la saison dernière et qui était descendu à la fin de la saison et qui évolue en Division 2 dans les premières positions. Elles étaient sur le terrain de l'US Saint-Vith. Autant avouer que l'équipe de Rodez a été supérieure dans cette rencontre aux Saint-Vitoises qui n'ont pas démérité, mais c'était plus compliqué que le match face à l'OGC Nice. Et c'est une défaite 4-0. Les filles de Saint-Vith sortent la tête haute de cette Coupe de France. Et je vous propose d'écouter la réaction de Marinette Bosch, l'entraîneur de cette équipe de Saint-Vith. On est avec Marinette, la coach de l'US Saint-Vith qui était opposée à Rodez aujourd'hui. Défaite, élimination, l'aventure se termine en Coupe de France, défaite 4-0. Vous êtes tombé sur un adversaire quand même plus fort aujourd'hui, c'est ce que tu vas retenir ? Oui, aujourd'hui un adversaire qui était classé en D2 en haut de tableau, voilà, qui a des très très bonnes joueuses tactiquement, qui nous a beaucoup posé de problèmes. Et aussi qui ont fait la différence individuellement avec certaines de leurs joueuses. Elles méritent leur victoire tout simplement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a manqué ? C'est vrai que dans cette rencontre, vous n'avez pas eu énormément d'occasions. C'est ça qui a fait la différence aujourd'hui ? Alors ce qui a manqué, c'est clairement le manque, je dirais, le manque de communication, puisque du coup, ça joue beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus dans le duel, dans l'impact. Du coup, le petit décalage qu'il y avait au départ, on le prenait jusqu'à la fin. Et puis la qualité globale de l'équipe adverse était supérieure à la nôtre aujourd'hui, il faut l'avouer. C'est pour ça que l'équipe adverse a gagné. Maintenant, notre équipe, mon équipe a respecté ce que je leur avais demandé, donc ça c'est très bien. Et on a tout donné jusqu'au bout, on a essayé de montrer le meilleur visage possible aujourd'hui. Et puis je suis fière d'elle et en tout cas l'aventure se termine aujourd'hui, mais c'est pas l'aventure de la saison, c'était pas l'objectif prioritaire. On était toutes contentes de pouvoir faire autant de matchs en Coupe de France et puis il y a le championnat encore. Alors, qu'est-ce que tu vas retenir justement de ce parcours en Coupe de France ? Qu'est-ce que vont retenir aussi les filles ? Alors la Coupe de France c'est toujours quelque chose qui permet à un groupe d'être soudé déjà, puisqu'on passe des matchs supplémentaires ensemble, on passe des moments avec la vie de groupe qui te permet de créer des liens supplémentaires. Et puis la victoire contre Nice, même contre Strasbourg, nous permet aussi de se dire qu'on est capable, à un moment donné, de sortir des gros matchs, des grosses performances qui pourront nous être utiles sur cette fin de saison. Oui, parce qu'on sait que l'objectif, c'est les barrages en Ligue 2. Vous avez vu en fait deux équipes, Nice au tour précédent qui est classé en bas de tableau de cette Ligue 2, Rodez qui vise l'accession cette saison. C'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est l'expérience pour justement, on voit quel niveau de la Ligue 2. Oui, tout à fait, là, c'est ce que je leur ai dit aux filles. On s'est rendu compte aujourd'hui vraiment du haut de tableau de la D2. C'est un cran au-dessus dans tous les domaines en fait que l'on a actuellement. Alors après, la fin de D2,
On peut l'accrocher comme on l'a vu sur Nice. Maintenant, il y a encore un écart et ça se joue sur toute une saison, la D2, donc c'est encore différent. Alors maintenant, retour en championnat où vous êtes en tête, c'est important aussi, c'est le quotidien. Oui, le championnat, c'est notre fil conducteur, c'est ce qui nous permet de travailler tout au long, de mettre en place des choses et puis d'avoir un objectif commun à la fin, mais où on peut, entre guillemets, sur certains matchs, avoir des prestations peut-être en deçà, mais le plus important, c'est qu'à la fin, on puisse accéder à cette première place et avoir les barrages à la fin. Alors c'était quoi le discours dans le vestiaire? On a vu des filles pas forcément hyper... Enfin, on est toujours déçus quand on perd, mais... elles ont vu, en tout cas aujourd'hui, que c'était compliqué. Oui, le discours, c'était qu'on avait nos chances, puisque ça reste un match de foot. Maintenant, si on donne tout ce qu'on avait à donner, qu'on respectait le plan de jeu et que l'équipe adverse était plus forte, il n'y a pas de regret. Voilà, c'est comme ça. C'est une équipe qui est supérieure à la nôtre. Si elle gagne, c'est logique. Sinon, on fait ce qu'on a à faire. Bon, il y avait du public encore aujourd'hui. C'est aussi ça qu'il faut retenir. Oui, tout à fait. C'est des bons moments. Malgré la défaite, on voit qu'il y a du monde qui est venu nous supporter, qui ont fait du bruit aussi. Ils n'étaient pas juste là en spectateurs. Ils ont voulu nous aider au maximum. Donc, comme je les remercie, parce que c'est vraiment quelque chose de super intéressant à vivre et ça marque. C'était Marinette Bosch qui est l'entraîneur de cette équipe de Saint-Vite et je vous propose d'écouter l'entraîneur de Rodez, Mathieu Ruffier. On est avec Mathieu Ruffier, l'entraîneur de cette équipe de Rodez qui s'est imposé ici du côté de l'US Saint-Vite. L'aventure en Coupe de France continue pour vous? Ouais, un tour de plus. On prend les matchs les uns après les autres, puis voilà, ça nous tenait à cœur de faire respecter la hiérarchie. Et on l'a fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va dire que Rodez a maîtrisé cette rencontre. Oui, on l'a maîtrisé. Je pense que la victoire, elle souffre d'aucune contestation. Je pense qu'elle est logique. Elle aurait pu même être plus lourde. C'est là où il y a un petit hic, c'est qu'on aurait dû peut-être faire preuve de plus de réalisme et plus de maîtrise, mais dans l'ensemble, c'est un match de reprise qui est plutôt intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce club de Rodez qui est en Division 2 actuellement et qui vise, je crois, l'accession? Oui, l'accession est un objectif pour nous. On a laissé un petit peu des points en route sur la première partie de saison. Maintenant, ça ne tient qu'à nous de faire une deuxième partie de saison plus aboutie. Notre réalité aujourd'hui, c'est d'être à un certain nombre de points de ici qui est leader et de composer avec et de regarder ce que nous on fait. Et on verra les autres ce qu'ils font quand nous on aura rempli nos contrats les uns après les autres. Oui, aujourd'hui, ce qui était important, c'est vrai qu'on a vu une maîtrise de cette équipe de Rodez. Un petit mot sur votre adversaire du jour, l'US Saint-Vite, qui vise elle aussi les barrages en Ligue 2. On voit qu'il y a quand même encore une différence de niveau. Ouais, il y a eu une différence de niveau aujourd'hui parce que je pense qu'on a pris le match de manière sérieuse. Après, elles avaient éliminé une équipe de D2 au tour d'avant. Donc, dans leur tête, j'imagine qu'elles se sont dit que si elles l'ont fait une fois, pourquoi pas deux? Et elles ont bien eu raison de penser comme ça. Je trouve que c'est une équipe qui est organisée et qui, je pense, est restée fidèle à son projet de jeu. J'ai vu des joueuses intéressantes pour Saint-Vite et je pense qu'ils sont bien partis pour jouer les barrages d'accession en fin de saison et jouer des matchs comme ils ont joué aujourd'hui ou comme au tour d'avant où ils avaient battu Nice. Je pense que c'est profitable pour elles. Alors justement, Rodez, vous visez l'accession en Division 1 Arkema. Vous étiez descendu, je crois, la saison dernière, c'est ça? Oui, moi je suis arrivé cette année, mais le club est descendu de D1 l'an dernier. On a réussi à garder une ossature avec des joueuses qui sont restées. Donc voilà, oui, ça reste l'objectif, même si, comme j'ai dit auparavant, au niveau comptable, on n'est pas dans les clous de ce qu'on aurait aimé être aujourd'hui. C'est des compétitrices et on est ambitieux, donc tant qu'au niveau comptable on pourra espérer ça, on continuera d'y croire. Alors vous êtes arrivé, vous l'avez dit, cette saison, comment justement on s'acclimate à ce club de Rodez et puis au football féminin?
Moi, je suis natif de Rodez, donc j'avais quand même des repères au niveau de la ville, hein, ce qui est déjà plus facile que d'arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas. Maintenant, après, oui, le club de Rodez, j'y avais jamais travaillé. Donc après je connaissais des gens qui y travaillent, mais tout se fait en accéléré, il faut prendre le pouls rapidement, il faut prendre le temps de connaître les joueuses rapidement. On avait eu une super prépa et voilà, après il y a des adversaires aussi qui sont là pour nous poser des problèmes et on est tombé sur quelques os sur la première partie de saison. Mais voilà, on a discuté, on travaille toutes les semaines pour progresser, pour être de plus en plus compétitif. Combien justement vous avez d'entraînement en division 2 par semaine? On s'entraîne 5 fois. Donc c'est quasiment tous les jours. Et quel regard vous portez justement sur la division 2 en tous les cas? Je pense que moi c'est la première fois que je coach au niveau féminin en France. Donc je découvre la D2 comme certaines de mes joueuses découvrent la D2 et je pense que certaines ont été surprises. Il y en a certaines qui avaient déjà joué en D2 il y a quelques années, mais je pense qu'elles ont pu mesurer que la D2 avait progressé. Et voilà, elles découvrent comme moi, puis c'est un championnat où rien n'est facile, où on nous donne rien, et c'est bien normal, on est aussi l'équipe qui descend de D1, donc l'équipe que tout le monde veut battre, et l'équipe que tout le monde veut empêcher de monter, c'est ça la compétition. Et il y a aussi d'autres équipes qui progressent, qui construisent des choses, qui travaillent bien en D2, et qui ont aussi des prétentions. Donc le championnat est intéressant, notre poule elle est très ouverte, comparé à la poule A où il y a 2 équipes qui caracolent en tête, nous c'est un peu plus ouvert et plus serré. Donc voilà, je pense que tout est possible encore pour nous. Et comme vous l'avez dit, c'est votre première expérience. Alors, est-ce que c'est facile de coacher des filles ou est-ce que c'est différent? C'est différent. Après, des filles, j'en avais coaché à l'étranger. Mais oui, c'est différent. Filles seniors, j'avais jamais eu. Donc c'est différent parce qu'en plus, c'est un groupe qui vivait en D1, donc qui est habitué au haut niveau et qui est exigeant. Donc ça permet à tout le monde de progresser. Bon, je pense que cette saison, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est la montée en Division 1 Arkema. Ça nous appartient, c'est à nous de faire les choses pour y prétendre. Parce qu'au final, le championnat, il nous récompense au niveau de notre investissement. Donc à la fin, là où on sera, c'est là où on méritera d'être. En tout cas, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite en tout cas d'accéder vite à cette Division 1. Merci beaucoup. C'était Mathieu Ruffier, l'entraîneur de cette équipe de Rodez féminine. Tu l'as entendu, Fred, 5 entraînements par semaine, c'est-à-dire 1 par jour, donc comme des professionnels. Donc forcément, ça se ressent après sur le terrain face à des joueuses de Saint-Vite qui, elles, travaillent la semaine. Il faut quand même le rappeler, elles travaillent ou elles font leurs études. Donc forcément... Attends, je te mets ton micro, oui. On peut dire que les Rutinoises travaillent beaucoup ils s'entraînent beaucoup, quoi. 5 entraînements dans la semaine, c'est quasiment 1 par jour. C'est quasiment ce que font les professionnels du côté de Sochaux, par exemple, si on peut comparer. Je pense du côté des garçons, quoi. Je pense que les autres équipes professionnelles, comme l'Olympique lyonnais chez les filles et le Paris Saint-Germain, bien sûr, s'entraînent autant. Donc, forcément, le combat est un petit peu démesuré, mais c'est Fit Saint-Vite, en tout cas, n'ont pas démérité sur cette partie, même si ça a été très compliqué. Vas-y Fred, tu nous dis tirage Coupe de France. Il y aura lieu demain à midi au siège de la FFF à Paris donc. Alors je vais donner comme les 9 clubs qui évoluent en division à Arkema. Il y aura les deux grands clubs, l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, ainsi que les Parle bien dans ton micro. Mets ton micro, remets-le en face de toi. Voilà, comme ça, c'est mieux. Il y aura notamment donc les 2 grands favoris, l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain. Il y a aussi les Girondins de Bordeaux, le Montpellier Hérault, l'En Avant Guingamp, l'ASJ Soyaux, Dijon, le Stade de Reims et le FC Metz. Bon. Donc il y a 9 clubs de division 1, 6 de division 2, dont Rodez d'ailleurs. Il y a un club de Régional 1. Bon, c'est dommage que les filles de Saint-Vite ne soient pas tombées soit sur le Paris Saint-Germain, soit sur l'Olympique lyonnais.
Mais ça sera peut-être pour la saison prochaine, mais comme l'a dit Marinette... Ce sera sans doute dans un... Si c'était un club de Division 1, ce serait peut-être dans un plus grand stade, genre, oui, sans doute. Genre au stade Léo Lagrange à Besançon. Sans doute, on ne le saura jamais car ce n'est pas arrivé, mais on souhaite bien évidemment, car l'objectif de cette équipe de Saint-Vit, c'est, n'oublions pas, les barrages en Division 2 et non pas en Ligue 2, comme je l'ai précisé. Oui, en Division 2, en fait. C'est une déformation. Quand on suit Sochaux, on parle toujours de Ligue 2, mais c'est la Division 2 chez les féminines. Oui, Fred. Et puis Lyon, comme tu parlais, comme ont fait les filles du Racing Besançon il y a 2 ans. Donc, c'est ça, sur les face Lyonnaises. à l'Olympique Lyonnais, et on était présents. Après, j'avais juste un petit mot à passer. C'est vrai qu'on est limité dans les retransmissions de matchs. C'est vrai qu'il faut demander des accréditations, et nous, radio associative, c'est très, très compliqué, et on nous autorise même des fois à filmer très peu de choses. Donc, si on veut mettre un petit peu le sport féminin en avant, il faut aussi permettre qu'on puisse filmer un petit peu ces filles qui font aussi beaucoup pour leur club et puis pour l'image. Et voilà, je trouve ça un peu navrant qu'il n'y ait pas un éclairage un petit peu plus suffisant. Et puis aussi, il faut rappeler que les primes, que ce soit en Coupe de France masculine ou féminine, sont complètement différentes. Et quand on parle de parité, ça serait bien qu'on aligne un petit peu... je pense la même somme pour les 2 Coupes de France. Je pense que ça serait pas mal, comme ils le font souvent au tennis. Bon, c'était un petit aparté. Allez, on va refermer cette page Coupe de France. On a passé un très bon moment et on va ouvrir. On va parler un petit peu de la Coupe de la Ligue. C'était la semaine dernière. C'est parti, Coupe de la Ligue, pour vous donner les résultats des quarts de finale avec Reims et Strasbourg qui font match nul 0 partout. Tir au but, c'est Reims qui l'emporte. Lyon a battu le Stade Brestois 3-1. Le Paris Saint-Germain a cartonné Saint-Etienne 6-1, malgré un bon match de Saint-Etienne tout de même. Lille a battu Amiens 2-0. Les demi-finales, le tirage au sort, qui est des demi-finales qui auront lieu le 22 janvier, avec le Stade de Reims qui recevra le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais qui sera opposé à Lille. On va refermer cette page Coupe de la Ligue. Et puis on va ouvrir bien évidemment la Ligue 1. Tout ce qui s'est passé ce week-end pour cette 20e journée. Direction la Ligue 1 et direction la 20e journée qui commençait ce vendredi 10 janvier avec l'Olympique de Marseille en déplacement du côté du Stade Rennais. Et ça s'est bien passé pour les hommes d'André Villas-Boas qui s'impose 1-0. Un but signé Strootman à la 84e minute de jeu. On va écouter la réaction de l'entraîneur Julien Stéphan qui lui parle d'un manque d'expérience et de maturité pour son équipe. Et André Villas-Boas, il lui dit simplement on va pouvoir regarder les autres résultats avec un bon cigare, bien sûr, à consommer avec modération. On a été un petit peu trop timoré la première demi-heure. On avait prévu d'être plus haut sur le terrain, en tout cas de situer notre bloc équipe plus haut sur le terrain. On n'a pas réussi à le faire, donc ils ont eu un jeu en tout cas une possession plus forte que la nôtre sur la première demi-heure, bien que assez stérile, sans se créer beaucoup d'occasions, si ce n'est l'occasion sur le coup de pied arrêté sur le corner avec la frappe sur le poteau. Sinon, il n'était pas extrêmement dangereux. On a rééquilibré un petit peu les débats en fin de première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, on a clairement pris l'ascendant avec une démarche beaucoup plus agressive, beaucoup plus
plus offensive, plus de jeu dans la profondeur aussi. On a eu les situations pour ouvrir le score, pour mener. Ça fait 2 matchs entre le match d'Amiens en Coupe de France la semaine dernière et celui-ci où on marque pas malgré des situations très nettes. C'est ce qui nous fait défaut parce qu'eux, ils n'ont pas eu besoin de grand-chose pour scorer à 5 minutes de la fin. Voilà, c'est regrettable, mais c'est aussi ce qui nous manque peut-être pour pouvoir rivaliser davantage avec ce genre d'équipe. Un petit peu d'expérience, un peu plus de malice et peut-être un peu plus de maturité aussi. Bon, c'est vrai que deuxième mi-temps, on n'a pas bien joué. On a eu un bon première mi-temps où le match est équilibré, toutes les équipes sont bien placées avec des chances. Pas trop, mais pour toutes les équipes, première mi-temps. Deuxième mi-temps, non, on a reculé peut-être trop. Rennes a joué mieux au ballon en deuxième mi-temps. On était toujours dangereux dans la transition. Le problème est qu'on n'a pas réussi à faire 2-3 passes consécutives. C'est vrai que l'équipe peut faire un but dans le deuxième mi-temps pour gagner le match, et ça à la fin a venu pour nous. Mais c'est vrai que Rennes a mieux joué deuxième mi-temps. Et comme souvent, c'est un joueur qui entre en jeu, ça vous arrive quand même souvent c'est Radonjic, mais là aujourd'hui, c'est Strootman qui quasiment sur son premier ballon parvient à marquer. Oui, il a eu de l'instinct. C'est seulement Da Silva qui fait la réaction au deuxième ballon, tous les autres sont arrêtés. Et Valère et Kevin sont là pour le deuxième ballon de le gardien de Mendy. Il a fait son but. C'est bon pour lui parce qu'il a bien souffert cette saison, pas trop de respect tout le monde. Et c'est bon pour lui aussi de faire cette but qui est un but très très important pour notre championnat. Et maintenant, vous avez 8 points d'avance sur Rennes, qui certes jouera la semaine prochaine à Nîmes, mais ça donne quand même un peu des droits à certains bonus, certains jokers maintenant. Oui, je pense que demain on regarde le résultat avec un grand cigare. Parce que c'est comme ça, on a gagné, c'est seulement en janvier et on a écarté plusieurs adversaires. Ça c'est de très bonnes nouvelles pour nous. Je suis nouveau dans ce championnat, mais à la compétitivité qu'on a dans le championnat, je pense qu'un avantage comme ça dans ce moment est important pour nous. Mais il reste plusieurs jeux à l'extérieur. Bordeaux, Saint-Étienne, pas avec, je pense, l'intensité qu'un match comme ça peut avoir après les vacances. Si on continue bien comme ça, on peut rêver de cette deuxième place. On peut rêver de cette deuxième place, et oui, car Marseille est deuxième pour le moment avec 41 points. Direction Bordeaux, cette fois-ci, Bordeaux qui recevait l'Olympique lyonnais de Rudy Garcia. C'est pourtant Bordeaux qui ouvre la marque dès la 15e minute de jeu par Jimmy Briand. C'est ensuite Maxwell Cornet, 50e minute de jeu, et Moussa Dembélé, 53e minute de jeu. En 3 minutes, Lyon a plié cette rencontre pour l'emporter 2-1. Réaction de l'entraîneur de Bordeaux, Paulo Sousa, qui souligne simplement le fait que Bordeaux est tombé sur une équipe beaucoup plus forte qu'elle. Et Rudy Garcia, lui, aime bien voir son équipe jouer comme ça, on les écoute. Ah, là, il y a un petit souci. Alors, on va retrouver ça, on va retrouver le son de Bordeaux et on va essayer de le mettre, on va voir si ça marche. Bon, là, il y a un petit souci, c'est les joies de l'informatique. On va passer à une autre rencontre avec cette équipe de Amiens qui recevait l'équipe de Montpellier, avec Montpellier qui s'est imposé lui aussi du côté d'Amiens 2-1. Et c'est pourtant Amiens qui va ouvrir le score grâce à Bakay Dibassi, 14e minute de jeu. Et c'est ensuite Gaëtan Laborde, 50e minute de jeu. Et Andy Delors qui marque une superbe reprise de volée, 83e minute de jeu, sur une passe de qui ? De Gaëtan Laborde. Les deux joueurs sont vraiment très complémentaires. On va écouter la réaction de Lucas Elsner qui lui parle d'un sentiment de frustration dans cette rencontre. Et Gaëtan Laborde, lui, n'est pas forcément, bien sûr, content de la victoire, mais pour lui, son équipe fait une mi-temps sur 2 ce soir, mais ce soir, ça passe. Nous avions à cœur d'essayer de le remporter parce qu'on voulait devant notre public retrouver ce goût de la victoire, mais on y mettait beaucoup d'énergie. Après il y a un moment sur un contre où il y a un petit peu plus d'espace et où la qualité offensive des Montpelliérains s'exprime et on n'a pas su réagir. Je l'explique pas forcément. Maintenant, à partir du moment où on a encaissé ce 1 partout, on a senti un petit peu de fébrilité chez nous. On a mis un moment à repartir.
Et puis bon, il y a plein de faits de jeux qui s'enchaînent, sur lesquels on se pose des questions et qui nous font douter et qui nous rendent frustrés parce que voilà, on aurait pu beaucoup de fois décider autrement, je pense. Justement, vous parlez de ces situations-là, il y a le tirage de maillot sur Mendoza, il y a l'action également sur Serroux qui est vraiment pour le coup litigieuse. Est-ce que vous l'avez en travers de la gorge, notamment cette situation-là? Il y a aussi celle sur Mendoza. Je pense qu'on a le droit parfois aussi d'être frustré un petit peu par les décisions qui sont prises. Je fais attention et j'essaie de peser mes mots, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la première fois de la saison où c'était dur. Et puis dans la situation qui est plutôt cruelle, d'arriver sur plusieurs phases où on est en droit de se poser la question et que ça soit négatif, sincèrement ça fait mal. Ouais, c'est sûr, c'est cool. C'est vraiment ce qu'on était venu chercher ici, la victoire. Maintenant, dans le contenu, on fait encore une mi-temps sur 2. C'est un peu dommage. Aujourd'hui, ça passe. J'espère que dans les prochains matchs, on fera un match complet pour faire un match plein comme on fait à domicile. Vous êtes perfectionniste, justement. Racontez-nous, à la pause, vous êtes fait secouer. Ouais, un peu. Après, c'est avec devant, fallait faire encore plus. Dans le jeu, fallait faire encore plus. Et c'est ce qu'on a fait en deuxième. Je pense qu'on a fait une très bonne entame de deuxième. Et puis voilà, on a réussi à marquer ces 2 buts. Racontez-nous justement le but. Alors il y a votre but évidemment, mais il y a surtout celui d'Andy Delors, une papinade. Il s'en régale de Jean-Pierre Papin. Et en plus, c'est vous qui lui faites une passe très très longue. Franchement, c'est un vrai golasso. Il était content dans le vestiaire d'avoir marqué ce but-là. Il était content. C'est vrai qu'on essaie de se chercher tout le temps. On essaie de vraiment de se mettre des bons ballons. Donc aujourd'hui, je suis très fier de lui avoir fait une passe. Maintenant, elle est vraiment pas facile à mettre. Il avait vraiment bien. Donc je suis très content pour lui. Et justement, à titre personnel, entre vous deux, on sent que sur le terrain, on a beau avoir des complémentarités, il faut un truc en plus en dehors. Est-ce qu'en dehors, vous êtes vraiment potes, on le sait, et ça joue. Quand il marque le but là, c'est comme si vous l'aviez marqué vous, franchement. Ouais, carrément. On s'entend vraiment bien en dehors, et c'est ce qui fait peut-être le petit truc en match. Après, on sait qu'on est là l'un pour l'autre, qu'on va pas se tirer à couverture. Voilà, on joue vraiment pour l'équipe. Dans cet état d'esprit-là, on pète que bien tous les deux. Et justement, cette 5e place, elle peut paraître anecdotique, mais est-ce que dans le groupe, vous sentez qu'il y a moyen d'aller chercher une place européenne en fin de saison? Est-ce que vous sentez que vous en avez le potentiel en tout cas? Pour l'instant, on se pose pas vraiment la question. On sait que le championnat est très serré. Aujourd'hui, on est 5e. Tu perds le prochain match, tu peux te retrouver dans le ventre mou. Donc, le championnat, il faut prendre nos points. Il faut continuer à être solide à domicile et essayer de gratter des points à l'extérieur. Et puis, on verra à la fin si on sera dans la course finale. Mais en tout cas, on l'espère. On a confiance en nous, en tout cas. Ils ont confiance en eux, heureusement, c'est comme ça qu'on fait de bons matchs. Mais en tout cas, les 2 attaquants Gaëtan Laborde et Andy Delors font parler la poudre dans son championnat de Ligue 1 et c'est très bien comme ça. Direction Toulouse cette fois-ci, Toulouse qui est dernier, Toulouse qui a perdu son entraîneur Antoine Camboré, remplacé par Denis Zanco. Et finalement, sur ce match, ça n'a pas changé grand-chose car c'est le Stade brestois qui s'impose 5-2. Tout commence dès la 7e minute de jeu avec Yohan Cour qui marque pour le Stade brestois et pourtant Diakité va égaliser 16e minute de jeu. Toulouse va même prendre l'avantage à la 20e minute de jeu mais va craquer en fin de match avec un doublé de Gaëtan Charbonnier 72e, 77e et également un but de Mbok 79e et Cardona 85e qui vient parachever la victoire des Brestois. Je vais vous donner la réaction d'Olivier Dalloglio. On a vécu, le coach du Stade brestois, on a vécu de sacrées émotions. C'est ça le football. Je n'étais franchement pas rassuré à la mi-temps. Oui, car Toulouse menait 2-1. On perdait trop de duels, on était trop loin du ballon. On ne pouvait pas faire pire. Et c'est ce que j'ai dit à mes joueurs à la pause. On s'est bien repris en allant de l'avant. C'est un coup énorme dans l'optique du maintien, mais c'est aussi une prise de conscience que l'on peut faire de belles choses quand on joue ensemble. Et là, on va écouter Denis Zonco. Pour son premier match au Stadium, il a été servi et il va s'en rappeler comme il le dit. Je suis très embêté parce que je viens souvent commenter des matchs au Stadium et je vous le dis honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une équipe toulousaine courir longtemps ensemble, faire des efforts collectifs ensemble, tirer dans le même sens. Et ça a duré 1 heure, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que l'équipe s'est liquéfiée dans les 30 dernières minutes. Il y a des coups du sort, on va appeler ça comme ça, des buts un petit peu venus d'ailleurs, qui ont un petit peu plombé notre seconde période. On a eu une première mi-temps plutôt consistante. En tout cas, on a fait ce qu'on voulait faire, aller chercher l'adversaire, leur poser des problèmes. C'est concrétisé. Il y a beaucoup d'espoir à la mi-temps. Et puis, in fine, on se rend compte qu'il nous manque quand même beaucoup de choses pour aller au bout. Après une entame de seconde mi-temps difficile, on réussissait à se rééquilibrer. Et puis, il y a le but de Charbonnier qui nous fait très mal et ensuite on prend un but sur une touche, un autre but venu d'ailleurs. Bon, après ça s'enchaînait et l'équipe a perdu pied sur la fin de match.
Ça veut dire que tout reste quand même très fragile du côté toulousain. Évidemment, on a conscience de cette situation. La première mi-temps était porteuse d'espoir et la deuxième mi-temps nous ramène à la dure réalité des choses et au travail qui nous reste à faire pour faire un match consistant dans sa globalité, pour espérer prendre des points. Donc, sur votre cas personnel, vous avez plongé sans problème, accepté cette mission de sauvetage. Comment ça s'est passé et comment vous l'avez accueilli? Écoutez, pour un baptême du feu, on aurait pu espérer mieux. Voilà, je m'en souviendrai longtemps. Et très déçu pour nos supporters, bien évidemment, parce que aujourd'hui on a bu le calice jusqu'à la Lie et on a 15 jours pour préparer un match très difficile à Lyon. Donc voilà, tout de suite se remobiliser, remettre les têtes à l'endroit des joueurs qui en ont bien besoin. Et oui, il faut remettre la tête à l'endroit aux joueurs. Forcément, c'est compliqué quand on est en dernière position de ce championnat de Ligue 1 comme l'est Toulouse avec 12 points en étant 20e. Direction Angers, cette fois-ci. Angers recevait Nice. Et c'est Angers qui va ouvrir le score grâce à Tube à la 37e minute de jeu. Et finalement, c'est Cyprien, 45e minute de jeu, qui va égaliser pour cette équipe de Nice sur pénalty. Plus rien ne sera marqué dans cette deuxième période. Et on en reste là, un match nul. Je vous propose d'écouter la réaction de Stéphane Moulin, qui lui pense que son équipe méritait de gagner ce soir. Et Patrick Vieira également, lui il revient sur le fait que on a des blessés, mais qui vont revenir en défense et ça va faire plus de concurrence, bien évidemment, et plus de choix pour l'entraîneur. Non, je pense qu'on méritait de gagner. Je crois que les chiffres sont là pour en témoigner. On a frappé 16 fois au but, 9 tirs cadrés, 8 arrêts décisifs du gardien. Et puis avec évidemment des faits de jeu qui nous sont complètement contraires. Alors je critique pas l'arbitrage, c'est pas le sens de mes propos. Mais tout a été contre nous ce soir. On perd un joueur sur blessure, un penalty sévère. J'ai vu les images. Je ne dis pas qu'il n'y a pas penalty, mais il est sévère. Un penalty sifflé pour nous, annulé. Un arbitre qui va voir la VAR dans un sens, qui ne va pas la voir dans l'autre. Donc il va falloir qu'ils se mettent d'accord une bonne fois pour toutes, savoir si on va voir la VAR. Moi je suis pour la VAR. Donc je ne reviens pas, même quand elle nous est défavorable, je ne reviens pas dessus. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, qu'ils aient le même fonctionnement pour tout le monde. Et que les arbitres aient ce fonctionnement identique, de manière à ce qu'il n'y ait pas à un moment donné pourquoi il y va pas, et nous explique pas. Compliqué d'avoir des explications avec l'arbitrage. Donc voilà un petit peu les regrets du match de ce soir, qui pour moi a été un très bon match dans le contenu. On a vraiment, notamment la première mi-temps, on a vraiment été très bon dans les enchaînements. On a vraiment pratiqué un très bon football avec un but magnifique. Par contre, le résultat nous frustre parce que je pense que on devait gagner ce match. Alors coach Stéphane Moulin vient de me dire que Angers méritait de gagner. Qu'est-ce que vous en pensez? J'allais vous dire que Nice méritait de gagner aussi. Non, mais je pense que ça a été un match très compliqué pour nous. On a eu la possession du ballon, mais on n'a pas été très très dangereux parce qu'ils ont joué très bas. Et ils ont posé énormément de problèmes de ce côté-là. Après, on a vu une équipe qui avait envie de poser le jeu, de trouver les joueurs entre les lignes. On avait une autre équipe qui était avec un bloc très bas et qui voulait jouer qu'en contre. Et à partir de là, nous on a accepté d'avoir le ballon, mais malheureusement on n'a pas été très bon au niveau du jeu vers l'avant. Mais on repart d'ici avec un point mérité, même si c'est vrai que Walter a fait de très bons arrêts ce soir. Mais on aurait pu aussi mieux finir nos occasions, surtout dans la dernière passe. Mais on va se satisfaire de ce match nul. Un mot aussi sur cette défense. Alors, vous avez dû vous arracher un petit peu les cheveux avant le match pour essayer de composer cette défense. Qu'est-ce que vous en avez pensé au final? Très bien, je pense qu'on a fait un match sérieux, très concentré. On a rectifié une ou deux choses, surtout du côté gauche. Mais dans l'ensemble, avec les absences qu'on a, on a été solide. Alors justement, il y a pas mal d'absences en défense. Vous avez recruté un défenseur qui, lui aussi, s'est blessé. Comment on voit le mercato? Est-ce qu'on pense justement à se renforcer encore dans ce secteur où il y a beaucoup de monde, mais beaucoup de blessés? Oui, les blessés vont revenir. Aujourd'hui, on a eu Christophe Herrel, Ganago. Dans peu de temps, on aura Andy Pelmar. Les blessés vont revenir. Et quand on sera tous là, on sera beaucoup plus solide. Mais ce qu'il faut, c'est essayer d'analyser les manques, pas par rapport aux blessés, mais par rapport à toute la saison. Essayer de trouver ces deux joueurs qui vont nous rendre meilleurs pour essayer de marquer plus de buts aussi.
Donc vous l'avez compris, le GC Nice cherche 2 joueurs. Eh bien, on va s'intéresser, on va aller du côté du Stade des Costières, direction Nîmes. Nîmes qui est en bas de tableau également, et Nîmes qui recevait le Stade de Reims. Et les Nîmois se sont rassurés en s'imposant devant les Rémois. 2-0, les buts signés Renaud Ripard, 15e minute de jeu, et Ben Raoult, 90e. Et ça suffit pour les hommes de Bernard Blacard. Voici la réaction de l'entraîneur nîmois. Heureux d'avoir gagné ce match pour les joueurs. On n'avait pas connu cela depuis tellement longtemps. 3 mois et demi sans succès, c'est très long. On a mis de l'intensité et de l'engagement pour gagner ce match. C'est un succès mérité. On a donné le maximum. On a été dangereux sur coup de pied arrêté. Même si l'on joue mal des coups offensifs, en fin de match, on a connu de la fébrilité. Quant à Yacine Ben Raoult, le joueur qui est, rappelons-le, prêté par Bordeaux, qui a été donc buteur sur coup franc pour son premier match avec Nîmes, il ne faut pas l'oublier. Il a fait un bon match, il a été décisif, mais il faut être patient avec lui. Il est jeune, il ne faut pas attendre trop de lui. Il découvre la Ligue 1, on lui pose la question, le maintien, on n'a jamais abandonné, on s'accroche, on sait que l'on a des raisons d'espérer, mais il faudra 36-37 points pour se maintenir. Et on va écouter tout de suite la réaction de David Guillon qui revient lui sur le fait que son équipe n'a pas été dangereuse du tout ce soir. Je ne veux pas être trop dur, mais le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match du côté du Stade de Reims. Ouais, j'ai trouvé que sur cette première mi-temps, on avait essayé de résister à l'engagement des Nîmois. C'est vraiment dommage de prendre ce but sur un coup de pied arrêté. Ensuite, il y a l'expulsion qui fait qu'on doit jouer une demi-heure à nouveau en infériorité numérique, et on s'est aperçu qu'en infériorité numérique, on avait un peu plus de maîtrise, paradoxalement. Et c'est vrai qu'on a joué notre atout sur ce dernier quart d'heure en jouant avec 2 attaquants. Malgré tout, même si on a eu une belle occasion, on n'a pas su égaliser. Le deuxième but sur coup de pied arrêté est anecdotique. Comment vous expliquez, alors il y a l'engagement, c'est vrai, des Nîmois. On s'est dit dans un premier temps, peut-être qu'en seconde période, ça va un peu baisser. Ça a été le cas dans les dernières minutes, mais finalement, quand même pas tant que ça. Comment ça se fait que du côté de Reims, on n'a pas réussi justement dans l'engagement, dans les duels, à élever son niveau d'intensité, d'impact? Ouais, on était un peu plus dans la réaction. Je trouvais qu'on était loin de nos adversaires et on courait après. On va essayer de récupérer les coups, mais bon, voilà, même si on n'a pas été énormément mis en danger, mais j'ai trouvé aussi qu'on avait perdu beaucoup de ballons trop facilement. Et c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps, il y a eu un petit peu moins d'intensité. On a pu jouer, trouver un petit peu plus d'espace. Malgré tout, on n'a pas su se montrer dangereux. On n'a pas su se montrer dangereux, c'est ce que retenait David Guillon, l'entraîneur du Stade de Reims. Direction le Stade Saint-Symphorien du côté de Metz, où Metz a battu Strasbourg 1-0, un but de John Boy à la 68e minute de jeu. Ça suffit au bonheur des hommes de Vincent Ognon. Vincent Ognon que l'on retrouve. Il dit simplement cela fait du bien de gagner. Et du côté de Thierry Lauré, voilà, il est très déçu. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Oui, on attendait cette victoire depuis un long moment. Plus la claque en Coupe de France, c'était difficile, mais on avait fait beaucoup de bons matchs dans cette période sans être récompensé. Ce soir, on fait un match moins bon, en tout cas moins abouti que certains, mais on a su faire preuve d'efficacité, ce qui nous a fait souvent défaut. Donc on va se satisfaire de ça pour avancer et récupérer un petit peu de confiance. Oui, on a senti, je suppose que vous allez me dire que oui, mais on a senti une équipe pas paralysé, un peu tétanisé, qui jouait par moments avec le frein à main parce qu'il y avait de belles séquences, mais dès qu'on arrivait dans la zone fatidique, ça coinçait et on avait l'impression que c'était dans les têtes. Ah, pas que dans les têtes, il y a aussi en face un bloc très regroupé, 5 défenseurs, voilà, donc une équipe qui était venue pour défendre, qui nous a posé des problèmes, et nous par moments on a un peu ronronné, on a manqué un peu d'accélération, de créativité, de jeu vers l'avant. Mais voilà, ce soir, l'efficacité a fait que c'est nous qui l'avons emporté sur un coup de pied arrêté. Voilà, on a souvent payé cher cette année dans ces domaines, et ce soir ça nous sourit, donc tant mieux, mais il faut s'en servir pour retravailler avec un peu plus de sérénité, parce que le maintien est encore très très long. Bon, Thierry Lauré, une prestation... Non, je sais pas, en fait, j'ai envie de savoir ce que vous avez pensé de la prestation de votre équipe. Ouais, justement, c'est non, mais on va dire que... Non, vous avez eu des situations, vous avez des occasions, tout n'a pas été parfait, loin de là, c'est mon avis en tout cas. Je pense que la défaite, elle est un peu dure, c'est aussi mon avis, mais tout n'a pas été parfait.
Même si on avait fait match nul, j'aurais été déçu déjà. Donc perdre, vous voyez comment je peux être déçu. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. En ce moment, ça fait 2 matchs en 4 jours où on a le même profil de match. On a la maîtrise, on n'est pas en danger, et on a des situations. Alors je ne vous dis pas qu'on a des tonnes d'occasions, mais on a des situations vraiment nettes et on est incapable de marquer un but. Voilà. Donc ça se répète. On s'est fait éliminer à Reims et on a perdu ici ce soir. Voilà. C'est le résumé de nos 2 matchs. Pardon, excusez-moi. Et donc, résultat des courses, on avait tout pour faire la différence, que ce soit mardi ou que ce soit ce soir. Et on était incapable de le faire, voilà, donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà, très déçu. Thierry Lauré, vous êtes toujours sur Shalom Besançon. Vous pouvez nous écouter sur le 99.5 ou également sur Internet, sur les réseaux sociaux, grâce à radioshalombesançon.com. Et puis, vous pouvez aller aussi sur ma page, vous tapez Frédéric Chevassus. Et puis, vous avez donc le live de cette émission. On est en direct sur Facebook. Vous pouvez nous appeler également au téléphone 03 81 50 67 51 si vous voulez vous exprimer et vous donner votre avis sur les différentes rencontres que l'on commente. On continue cette 20e journée de Ligue 1 avec les rencontres qui avaient lieu ce dimanche. Tout d'abord Nantes qui se déplaçait du côté de Saint-Étienne dans un stade vide, car vous savez qu'il y avait un huis clos prononcé contre l'AS Saint-Étienne, et finalement victoire des hommes de Christian Gourcuff, début de signé Mehdi Abed, 23e minute de jeu, et Ludovic Blas, 48e, et c'est Nantes qui empoche les 3 points. On écoute la réaction du milieu de terrain, Yohan Cabaye, qui est forcément très déçu. Il faut rappeler que quand même ça fait 4 matchs sans victoire pour cette équipe de l'AS Saint-Étienne depuis que Claude Puel est arrivé. Et Christian Gourcuff, vous allez voir son avis, lui, c'est plutôt sur l'ambiance dans le stade, un stade sans vie pour lui, suite au huis clos. Et également Denis Apia, qui lui a été acteur dans cette rencontre. Et ils ont un peu le même sentiment sur ce stade vide. C'est pas sympa de jouer dans les stades vides. Forcément une déception. C'était un match important pour recoller un peu à la bonne partie de championnat. On n'a pas réussi à le gagner, à prendre des points. Donc forcément on est déçu. Après on est un peu dans le dur. Il faut continuer à travailler, pas perdre confiance et puis faire en sorte que les résultats tournent en notre faveur rapidement. C'était pour les 2 équipes. Après voilà, je pense qu'ils ont été réalistes. Chose qu'on a eu du mal à faire. Et après, on est revenu en deuxième mi-temps avec d'autres intentions. Mais c'est vrai que ce deuxième but très rapide nous fait mal. Et après, c'était compliqué de revenir. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est difficile en ce moment. Il faut s'accrocher, il ne faut rien lâcher. Il n'y a qu'en travaillant qu'on va changer la donne et essayer de récupérer des bons résultats. Bon, c'est des matchs sans vie, sans vie en dehors, mais ça a l'impression que ça casse le rythme aussi sur le terrain. Bon, inévitablement, parce que les joueurs sont aussi sensibles à l'environnement. Donc voilà, on était prévenus, mais il y a ce manque d'intensité qui fait que c'est des matchs qui n'ont pas le même attrait. Même la victoire, c'est dans ce contexte-là, à moins de saveur. Déçu de venir ici alors qu'il n'y a personne. J'ai joué 2 fois ici, c'était la folie et tout, et donc j'étais vraiment déçu qu'il n'y ait personne. Tout le monde est puni quand c'est comme ça, nous les premiers, les acteurs les premiers. Après voilà, c'est les droits, c'est dommage, mais j'aurais préféré, en tout cas pour l'ambiance, j'aurais préféré qu'il soit plein. Oui, c'est sûr, pour l'ambiance, il aurait mieux fallu que les supporters soient là, bien évidemment, surtout du côté du stade Geoffroy Guichard. On sait qu'il y a toujours une très bonne ambiance. Direction le stade Gaston Gérard, ça c'est un petit peu plus proche de chez nous, du côté de Dijon. Dijon qui recevait Lille. Lille pourtant qui va se retrouver à 11 contre 10 suite à l'expulsion d'un Dijonnais. On se dit que ça va être compliqué pour Dijon. Mais finalement, à la 47e minute de jeu, sur une touche de Hamad Ngouyamsa, tout jeune joueur, et si je ne me trompe pas, je crois que c'était son premier match, il va faire une longue touche sur Julio Tavares, qui lui va dans la foulée se retourner et frapper et marquer. 47e minute de jeu, un seul but pour cette équipe de Dijon qui a été héroïque, qui a tenu
à 11 contre 10, mais après à 10 contre 10, car un Lillois va se faire expulser dans cette partie également. On va écouter la réaction justement de ce jeune joueur Ahmad Nguyamsa, qui lui revient sur sa longue touche, qui a justement, je vous l'ai dit précédemment, qui a amené le but de Julio Tavares. Et on va écouter également l'entraîneur lillois Christophe Galtier. Voilà ce qu'il dit, il fallait gagner aujourd'hui, alors que les autres résultats... toutes les autres équipes avaient gagné, alors qu'on était à 11 contre 10 dès la 25e, mais on ne l'a pas fait. C'est aussi ça, le football. On va les écouter tous les deux. Bon, vous nous expliquez cette touche. D'où vient cette qualité de touche? Est-ce que vous avez toujours fait ça dans votre carrière? Oui, j'ai toujours fait ça. C'est quelque chose d'inné. J'ai juste travaillé aux entraînements et le coach m'a encouragé à le faire plus souvent. Il paraît qu'à la mi-temps, justement, il vous a donné une petite consigne à ce niveau-là. Ouais, il m'a dit, c'est ta première fois, vas-y, lâche-toi, fais ce que tu as toujours eu à faire aux entraînements et tout. J'ai essayé de le faire et ça a mené à un but. Et il vous a donné une consigne aussi sur ces touches longues ou pas? Si, il m'a dit, tu as une touche longue, essaye de trouver Julio dans l'axe, et je l'ai essayé et ça a mené à un but. Je le remercie pour ça. Bon, comment vous voyez la suite? Là, on engrange un maximum de confiance là, quand on bat Lille, quand en plus on fait marquer. C'est pour une première fois. Je remercie le coach toujours de m'avoir fait confiance. Le reste à venir. On laisse le coach et c'est à lui qui vient la décision. Qui doit jouer et qui ne doit pas jouer. Donc merci à lui comme il m'a fait confiance cette fois. Et je ne l'ai pas déçu, je l'espère. Oui, on a mis en garde les joueurs. Notamment à la pause, puisque en première mi-temps, il y en a eu quelques-unes. Et malheureusement, au bout d'une minute, on prend cette touche longue qui devient quasiment une avant-dernière passe, et derrière, on perd sur ce coup-là. Donc c'est ralent, c'est vraiment un gros manque de concentration, et à la sortie, ça nous donne un résultat très défavorable. Nous avions la possibilité... à 11 contre 10 d'être mieux dans le jeu et pour pouvoir en deuxième période être beaucoup plus dangereux qu'en première. Là aussi on a eu une non-maîtrise des situations, on avait l'avantage, les joueurs qui avaient des cartons stupides, comme parler à l'arbitre, ça ne sert à rien, et puis après ça vous impose des changements, mais vous avez les deux milieux qui sont avertis, vous en sortez un sur deux, c'est l'autre qui est expulsé. Et voilà, et puis après voilà comme le match bascule, même si on a tout tenté jusqu'à la fin en essayant de passer par les côtés, en mettant de la présence dans la surface. Voilà, c'est une grosse contre-performance alors que nous étions à 11 contre 10 au bout de 20-25 minutes et que par rapport à notre parcours, par rapport à ce que font les concurrents, il fallait faire un résultat ici, on ne l'a pas fait et c'est très regrettable. C'est très regrettable pour Christophe Galtier, bien évidemment, car Lille avait les cartes en main dans cette rencontre. Dernier match, le grand format de cette 20e journée avec le Paris Saint-Germain qui recevait l'AS Monaco. Le premier match du côté de l'AS Monaco pour Robert Morano, le nouvel entraîneur, l'ancien adjoint de Luis Enrique du côté du FC Barcelone, lui qui a été sélectionneur pendant quelques matchs, le temps que Luis Enrique, vous savez qu'il avait une fille qui était malade et qui est malheureusement décédée. Et Robert Moreno avait pris la suite justement de la sélection espagnole. Elle avait été nommée d'ailleurs en juin 2019 et il avait dirigé 9 matchs de l'Espagne avec un bilan de 7 victoires et 2 matchs nuls. Et là on attendait de voir un peu comment cette équipe de Monaco allait jouer. Et bien cette équipe de Monaco a bien joué puisqu'elle obtient le match nul 3 buts partout. On commençait à s'inquiéter dès les premières minutes avec ce but de Neymar à la 3e minute de jeu. On se dit comment va réagir Monaco. Et Gelson Martins va égaliser dès la 7e minute de jeu. Wissam Ben Yedder à la 13e marque le 2-1. Et ensuite, les Monégas ont encore une occasion en or pour mettre le 3-1. Finalement, Navas détourne le ballon. Et pour finalement, c'est Neymar à la 42e minute de jeu qui va donc égaliser. Et puis c'est Touré aussi 24e minute de jeu. Et finalement, Islan Slimani va marquer le 3 buts partout pour cette équipe de Monaco 70e. On se dit qu'il y a hors-jeu dans cette partie, mais non, finalement, la VAR vient justement donner sa décision. Il n'y avait pas hors-jeu car Marquinhos avait touché ce ballon du pied, ce qui remettait
Islam Slimani en jeu. Et finalement, lui, il va inscrire le 3 buts partout. Et en tout cas, on a vu une belle équipe de Monaco avec un jeu complètement différent de Leonardo Jardim. Complètement différent de Leonardo Jardim, avec une équipe qui, dès qu'elle récupère le ballon, se projette très vite vers l'avant. En 2-3 touches de balle, ils sont déjà devant le but parisien. Et les Parisiens n'ont pas l'habitude de défendre comme ça. Et je vous propose d'écouter la réaction de Thomas Tourel qui lui parle d'un bon match pour cette équipe de Paris. On va pouvoir analyser tout ça parce qu'il y a des choses à revoir, bien évidemment. Et Benjamin Lecomte, le portier de cette équipe monégasque, et on lui dit est-ce que c'est l'effet Moreno ? Et lui, il dit bien sûr. On a donné trop d'espace, c'est clair. On a créé beaucoup d'occasions, mais ils ont créé aussi beaucoup d'occasions. Si on attaque, on doit protéger quelques espaces, qu'on peut arrêter les contre-attaques avant les contre-attaques commencent. On n'a pas fait ça. Trop précise. Et pour ça, ils ont la qualité de sortir la pression, ils ont la qualité de trouver des solutions sous pression. Et pour ça, c'est après ça, si on défend, si on perd quelques ballons faciles dans des espaces difficiles, dangereux, si on ne ferme pas des espaces quand on attaque pour nous protéger. Oui, c'est un adversaire qui a la qualité de sortir sous pression et après ils sont sortis, ils ont la qualité pour faire des contre-attaques. C'est comme ça. C'est bien parce que ce sont des matchs pour améliorer, pour analyser, pour améliorer, pour grandir. C'est exactement qu'est-ce qu'on a besoin et c'est bien. Voilà, je pense qu'on est venu ce soir avec de belles intentions. On a réussi à reproduire ce qu'on a travaillé tout au long de la semaine. C'est jamais facile contre Paris, bien évidemment, mais voilà, il y a une belle prestation collective ce soir. Maintenant, voilà, le plus important, c'est de se focaliser sur mercredi. C'est passé, on a pris ce point-là à l'extérieur, c'est très bien. Et il faut pouvoir enchaîner maintenant parce que mercredi, ça sera un nouveau match dans un nouveau contexte. Donc voilà, j'espère qu'on répondra aussi présent que ce soir. Un nouvel état d'esprit amené par le coach également ou pas? Oui, bien sûr. Je pense que vous l'avez vu. Il y a un système qui est mis en place, qui est tactiquement beaucoup plus clair, qui nous permet d'être encore meilleurs sur le plan de jeu. Et voilà, on sent qu'il y a quand même plus que c'est quand même plus fluide dans le jeu. C'est beaucoup plus serein. Il y a de la confiance aussi de la part de tout le monde qui fait que on repart avec un match nul ce soir face à Paris. C'était un match nul, et en tout cas c'était une très belle rencontre pour clore cette 20e journée avec une note, je crois, chez nos confrères de Canal+, 16, quelque chose, enfin bref, une note qu'ils n'ont pas obtenue depuis pas loin de 10 ans. On regarde tout de suite le programme de ces prochaines journées avec des matchs en retard. Un match en retard de la 12e journée, c'est mercredi 15 janvier avec Nîmes qui recevra Rennes à 19h. Mercredi 15 janvier également, match en retard de la 16e journée avec Amiens qui recevra Reims à 19h. Ce mercredi également, match en retard de la 15e journée avec un nouveau Monaco-Paris Saint-Germain à 21h qui vaudra son pesant d'or. Ça va être en tous les cas un match à suivre, un match hyper intéressant. Et ce vendredi 24 janvier, poursuite de la 21e journée, car ce week-end, il n'y aura pas de Ligue 1. Ce sera la Coupe de France avec Nice-Rennes à 20h45. Samedi 25 janvier, poursuite de cette 21e journée avec à 17h30 Marseille-Angers. Ensuite, à 20h, Monaco-Strasbourg, Saint-Etienne-Nîmes, Montpellier-Dijon, Reims-Metz et Brest-Amiens. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 46 points, suivi de Marseille avec 41 points. 3e Rennes, 33 points. 4e Nantes avec 32 points. Suivent 5e Lille et 6e Montpellier avec 31 et 30 points. Lyon et Monaco sont 7e et 8e avec 29 points. En bas de classement, on retrouve 18e barragiste Amiens avec 17 points et 19e Nîmes 15 points et 20e et dernier Toulouse avec 12 points. Au classement des buteurs, Wissam Ben Yedder augmente son compteur but. Il passe à 14 buts avec le but d'hier soir face au Paris Saint-Germain. Moussa Dembélé, le Lyonnais, est à 11 buts et Kylian Mbappé, le Parisien, est à 11 buts également. Eh bien, c'est terminé pour cette Ligue 1. On va ouvrir la page Ligue 2 si vous le voulez bien. Vous êtes toujours sur Shalom Besançon. Vous pouvez nous écouter sur le 99.5 et également sur radioshalombesançon.com et également sur le live Facebook. Vous tapez mon nom directement, Frédéric Chevassu. Vous avez directement l'émission ou alors vous allez sur la page Soyons Sport sur Facebook.
On ouvre la page Ligue 2 et bien évidemment avec le générique qui va bien. C'est parti pour la Dominos Ligue 2 avec tous les résultats de cette 20e journée, avec Chambly qui a battu Orléans 1-0. L'AC Ajaccio a battu Grenoble 3-1. Auxerre est allé s'imposer du côté du Mans 1-0. Châteauroux est allé battre Rodez 2-1. Nancy a battu Valenciennes 1-0. Le Havre est allé battre Niort 1-0. Clermont Foot a battu 3-2. Et non, il restera une rencontre ce lundi 13 janvier pour la 20e journée avec Lorient qui recevra Caen à partir de 20h45. Avec aussi une autre rencontre qui aura lieu ce samedi 18 janvier. Comptant toujours pour la 20e journée, ce sera Guingamp qui recevra le Racing Club de Lens à partir de 18h30. On va parler bien évidemment d'une rencontre entre Sochaux et le Paris FC. Le Paris FC qui a ouvert la marque, le Paris FC qui est arrivé avec deux ex-sochaliens, Jérémy Ménez et également Florian Martin. Le Paris FC qui était en 19e position avant cette rencontre. Et pourtant, ce sont les Parisiens qui ouvrent le score grâce à Mohamed Rabiou sur un corner de Florian Martin. Mohamed Rabiou met une belle tête qui finit dans la lucarne de Lorenz Atizigui. 17e minute de jeu et c'est en fin de partie que Brian Lam à la 85e suite au portier parisien de Marconnet qui relâche le ballon. Brian Lam est en embuscade et il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Sochaux s'en sort bien. Un but partout. Est-ce que les maux sont guéris pour autant pour cette équipe sochalienne? C'est sûr que c'était compliqué sur un terrain, sur une pelouse compliquée, pelouse qui est en train d'être remplacée. Elle va être replaquée. Les travaux ont commencé aujourd'hui. Mais avant de parler de tout ça, je vous propose, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre cette partie entre Sochaux et le Paris FC, d'écouter le résumé. Sochaux 9e reçoit le Paris FC 19e. Des Sochaliens qui n'ont pris que 2 points sur les 5 derniers matchs. Mais contre un relégable, ils espèrent s'imposer. Le Paris FC de son côté doit débloquer son attaque. C'est la pire de Dominos Ligue 2. Première possibilité pour le PFC avec ce corner. Très bien frappé par Florian Martin. Et la reprise de la tête de Mohamed Rabiou à la 17e minute. Premier but en Dominos Ligue 2 pour Rabiou. Le Ghanéen est efficace. Et le Paris FC mène au score. Voilà de quoi rassurer les joueurs de René Girard, nouvel entraîneur du Paris FC. Un PFC qui sort d'une victoire 2-0 à Fabrègues, équipe de National 3 en 32e de finale de la Coupe de France. Les Parisiens accueilleront l'AS Saint-Etienne en 16e de finale. Mais avant de penser à se faire plaisir en Coupe de France, il faut gagner des matchs en championnat. C'est le cas à la mi-temps sur le terrain de Sochaux. Les joueurs de Omar Daf se sont fait surprendre. En seconde période, ils doivent réagir. Attention ici au contact dans la surface de réparation. Et le pénalty accordé par l'arbitre Gaël Angoula. Pénalty pour que Sochaux revienne. Mais c'est assez mal frappé de la part d'Abdoulaye Sané. Et Vincent Demarconnet, l'historique gardien du PFC, part du bon côté pour capter le ballon. Il a eu un début de saison difficile, mais là, il sauve la situation. Le PFC mène toujours au score. Très bel arrêt de Vincent Demarconnet. Le PFC paraît plus solide. Les Parisiens qui essayent de mettre le deuxième but. Avec une balle dans la surface. C'est bien remis. Le petit dribble pour aller au bout de cette action. Ça passe à côté. Énorme opportunité pour Lamine Diaby Fadiga, entré sur le terrain à la place de Romain Armand à 20 minutes de la fin. Les Parisiens proches de s'adjuger la victoire, mais il reste quelques minutes. Et Sochaux attaque, ballon relâché par Demarconnet. Brian Lasme en profite à 5 minutes de la fin pour égaliser à 1 partout. C'est cruel pour Demarconnet qui avait été solide. Mais la défense parisienne ne s'est pas suffisamment repliée
pour suppléer son gardien. Lasme est le plus prompt pour marquer son 3e but de la saison. En fin de match, le PFC n'a pas tenu, même s'il y a un nouveau ballon pour gagner la partie. Mais Jonathan Pitroipa ne peut pas aller au bout. Au final, match nul entre les deux formations, un partout entre Sochaux et le Paris. Oui, un partout, et il y a eu aussi ce penalty d'Abdoulaye Sané qui a été, on peut le dire, mal frappé. Je pense que lui ne nous dira pas le contraire. Justement, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Venez vous exprimer au 03 81 50 67 51. N'hésitez pas, hein, venez donner votre avis sur cette rencontre. Est-ce que vous pensez de cette équipe sochalienne? Alors, on va parler un petit peu aussi de ce qu'ont dit les entraîneurs. Hein. Tout d'abord, René Girard, hein, qui était arrivé sur le banc du staff parisien, de cette équipe parisienne donc du Paris FC, en remplacement de Mecha Bazdarevic, qui avait été remercié quelques semaines auparavant. Et on va l'écouter justement, René Girard, sur cette action. Il y a aussi eu une grosse faute, hein, il faut le rappeler aussi. Je crois que c'est pas Corchia. Non, Corchia, il est plus chez nous, Sébastien, mais c'est Roca, voilà. J'avais inversé les lettres. C'est Christopher Roca et qui pousse un petit peu le joueur parisien. L'arbitre aurait pu siffler un penalty, c'est vrai que ça aurait pu valoir un penalty, et c'est justement ce qu'a retenu, pas en grande partie, hein, ce qu'a retenu aussi René Girard. On va l'écouter, l'entraîneur de cette équipe du Paris FC. Je crois qu'on a fait un match plein, on s'est créé des occasions. Bon, on a un penalty contre nous, mais on ne peut pas dire que cette équipe nous ait vraiment mis en difficulté. On marque, on a l'occasion de marquer le second par le petit Fadiga, et malheureusement, sur la fin, je pense qu'on sera d'accord qu'il y avait faute, il y avait penalty. Ouais. Donc c'est assez frustrant, mais en même temps très, très fier des garçons. Et on a produit un match plein. Ils sont allés au-delà de leur force, et ça c'est bien pour la suite des événements. Oui, complètement. Je crois qu'il fallait. La première partie pour eux a été assez compliquée. Je crois qu'il fallait essayer de. On ne balait pas comme ça d'un revers de main, mais de montrer autre chose. Ils se sont montrés ce soir qu'ils étaient capables d'aller chercher pas mal de points à l'extérieur et d'être très combatifs. Oui, bien tiré. On l'avait travaillé la semaine, mais bon, après le match, c'est une autre paire de manches. Voilà, mais on n'a pas été. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas été tellement en danger, quoi. Il n'y a pas eu trop d'actions qui nous ait fait trembler. Mais bon, c'est un match nul. C'est comme ça, c'est un point. Psychologiquement, je pense que c'est important pour tous les garçons. Non, on peut pas dire qu'on est géré, mais peut-être. On a eu une période aussi où on avait un petit peu moins de jus. On a essayé, on en avait parlé à la mi-temps, essayer de conserver un petit peu le ballon, de moins le perdre rapidement. C'est un terrain qui est très, très lourd et très fatigant. Voilà, non, je crois pas, parce que finalement, quand on compte l'occasion de Fadiga et le penalty non accordé, je crois que bon, à l'extérieur, c'est dur de faire mieux. Allez, je paierai pour les avoir, moi. Je paierai, mais bon. Non, oui, je crois que c'est important, hein, c'est important l'expérience dans une période comme ça, mais bon, on a de jeunes joueurs qui ont besoin de s'aguerrir, et autour de ces garçons qui ont une bonne trentaine, c'est toujours intéressant. J'ose penser qu'à 30 ans, on n'est pas cramoisi. Je veux dire, il y a des garçons qui ont quand je vois ce soir Mohamed Rabiou, Jérémy ce soir qui a fait un gros match. Alors c'est peut-être l'air socialien qui l'a dopé. Mais bon, je crois que voilà, c'est bien. C'est une réaction positive de la part du groupe. Et oui, il parle de Jérémy Ménez, René Girard. Jérémy Ménez qu'on a vu débuter du côté de Sochaux à ses 16 ans
Et c'est vrai que le revoir 16 ans après, car il a 32 ans maintenant, bon, bah, forcément, ça ne nous rajeunit pas, mais en tous les cas, on était content de le revoir, ce jeune joueur formé au club également, et de revoir aussi également Florian Martin qui est allé devant la tribune nord en fin de partie pour saluer tout le monde. En tout cas, c'était un geste très sympa et bien évidemment, l'homme est super sympa, donc c'était un petit peu logique et c'était en tout cas un très bon moment. On va maintenant s'intéresser aussi à ce qu'a dit Omar Daf dans cette partie. L'entraîneur sochalien était un petit peu déçu, bien évidemment, après cette partie, notamment du côté, peut-être du côté pas tactique, mais technique, pardon, de son équipe. Très déçu surtout de notre première mi-temps. Je pense que par la suite, en seconde mi-temps, on a fait ce qu'il fallait pour gagner ce match. Et en tournant aussi, je pense qu'en marquant ce penalty, ça nous aurait mis dans des meilleures dispositions. En tout cas, on aurait eu plus de temps pour essayer de le gagner. Et voilà, ce soir, je suis très déçu de ce résultat. Après, il y a des faits de jeu. Il y a un adversaire aussi qui joue, qui était venu là pour essayer de se relancer. On le savait. Mais ce qui me frustre le plus, c'est le déchet technique qu'on a eu sur cette entame de match. On ne les a pas assez mis sous pression. Et petit à petit, ça leur a permis de relever la tête. Voilà, c'est malgré tout, les joueurs ont montré aussi encore beaucoup de caractère pour aller chercher cette égalisation. Ouais, et quand on parle de détails dans le haut niveau, ça se joue là-dessus. C'est encore sur un coup de pied arrêté, donc on doit être encore plus au marquage. Voilà, c'est énervant. Voilà, c'est énervant de prendre un but comme ça. Malgré tout, on pousse. On se procure des situations, je pense qu'avec Orega, Livola, on a des bonnes situations pour revenir au score logiquement. C'est pour ça que je vous dis, je suis très frustré du résultat parce que je pense qu'on a les meilleures situations pour le gagner. Oui, c'est énervant. C'est énervant parce qu'on avait bien préparé ce match, on a bien travaillé, on savait les points sur lesquels il fallait appuyer pour faire mal, pour les mettre à mal. Mais voilà, notre production de ce soir ne nous satisfait pas du tout. Ouais, on le sait, petit à petit, les championnats se durcissent, les matchs sont de plus en plus serrés. On est avertis, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, à nous d'être plus spontanés, à nous d'élever notre niveau de jeu. Parce que, comme je vous le dis, ce soir, il y a eu énormément de déchets techniques et à ce niveau-là, voilà. Pour gagner les matchs, on doit faire beaucoup mieux. Oui, sur l'entame, mais par la suite, on voit que cette équipe du Paris FC a joué bas, a essayé de procéder en contre. Donc c'est classique depuis quelques matchs à Bonal. Mais malgré tout, je trouve qu'on a mieux fini. Voilà, on a mieux fini, on fait une deuxième mi-temps aboutie avec de nombreuses situations. Ils n'ont procédé que par contre. Voilà, c'est surtout notre première mi-temps qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas espérer mieux que ce match nul. Oui, le féliciter, l'encourager, c'est clair qu'il est en progrès. Et quand il rentre, il nous apporte ce petit plus, c'est ce qu'on attend de nos entrants. Donc voilà, le féliciter. Et puis il gagne, il grappille petit à petit. Et voilà, c'est un joueur sur lequel on va compter. Mais comme je disais tout à l'heure, là où je suis, c'est un point de satisfaction, c'est la force de caractère qu'on a eu de batailler jusqu'au bout pour aller chercher ce point dans des conditions pas évidentes ce soir. Non, on travaille, c'est sur ce qu'on voit au quotidien. Brian, c'est plus un joueur de côté, donc voilà, c'est sur ce plan-là, on va voir comment on peut continuer à le faire progresser. Mais en tout cas, comme je dis, il nous donne satisfaction à chaque fois qu'il rentre, et ça c'est important. Et il faut savoir aussi, les entrants sont aussi importants que les joueurs qui démarrent, donc pour l'instant, ça fait du bien au collectif. Et voilà, on va analyser ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser sur ce match-là pour continuer à progresser. Je pense que si on veut nourrir des ambitions dans ce championnat, on doit faire beaucoup mieux. Oui, on fait des constats, on sait les points sur lesquels nous devons nous renforcer, notamment devant. Donc voilà, après c'est nos moyens qui font qu'aujourd'hui on peut pas être très très exigeant sur ce marché, mais en tout cas on travaille, puis on va essayer de tout faire pour trouver un ou deux éléments qui vont venir nous apporter un peu plus de force devant. On en a besoin. Oui, c'est un joueur qu'on connaît, qui nous a beaucoup apporté la saison dernière. Maintenant, voilà, on va essayer de travailler pour voir si c'est faisable. Voilà, avec nos moyens limités. Ouais, aujourd'hui, les joueurs ont donné le maximum. Je pense qu'on
On a eu la possession, mais ça ne nous a pas servi à grand-chose sur ce terrain-là parce qu'on ne peut pas enchaîner très vite face à une équipe qui est regroupée. Je trouve que c'est plus facile de défendre dans ces conditions-là. Mais il ne faut pas que ce soit une excuse. Il faut on doit être capable de s'adapter, de trouver des solutions. Et, on va analyser ce match parce qu'il y a plein d'enseignements et il faut qu'on fasse beaucoup mieux que ça. Faut qu'on fasse beaucoup mieux que ça, Dixit, l'entraîneur de Sochaux, Omar Daf. Alors, quelques réactions justement sur le Facebook Live. Alors, tout d'abord, Romain Giancarlo qui me demande si j'ai froid dans le studio. Ouais, il fait pas forcément hyper chaud. Bon, on a mis le radiateur en route, mais j'ai mis aussi une écharpe, parce qu'il me demandait l'écharpe autour du cou. Et ben là, c'est une écharpe de légende. Hein, je pense que tous les anciens supporters se rappellent de cette écharpe. Et elle en a fait des stades. Elle est partie très loin, cette écharpe. Voilà, c'était juste un petit mot. On a aussi un autre Romain Ezio Musillo qui nous dit sur le match, gros manque de réalisme de nos Sochaliens. Des actions, on en a énormément, mais aucune ne va au fond. Vive le FCSM, voilà ce que répond justement Romain. On a Hervé Collet aussi également qui nous dit bonsoir, je prends l'émission en cours, mais quelle tristesse dans le jeu, pourquoi Priva ne joue pas? Et je pense qu'avec le déchet technique, il vaudrait mieux avoir un jeu plus direct avec un bloc plus haut. Et il rajoute Hervé, il est déçu en parlant d'Omar Daf, mais ça fait 5 matchs sans victoire, c'est à lui de trouver des solutions et ne pas rester sur un système de jeu. Il rajoute aussi Hervé, bonne deuxième mi-temps, il n'est pas difficile. Voilà, ça c'était donc Hervé qui nous donnait son sentiment pour cette rencontre. Mais vous pouvez aussi nous appeler au 03 81 50 67 51 pour nous dire en direct ce que vous avez pensé de cette rencontre. Un petit mot, puisque Omar Daf l'a évoqué dans la conférence de presse, il parlait bien évidemment de la piste d'un retour de Yohan Molo qui est envisagé du côté du FCSM. Hein. Yohan Molo qui est parti du côté de la Grèce à la fin de la saison dernière. Bon, ça ne s'est pas très bien passé du côté du Panathinaikos avec seulement, ça fait 6 mois qu'il est en Grèce, Yohan Molo, et 5 entrées en jeu, un but, une passe décisive. Donc c'est compliqué pour lui. Alors est-ce qu'il pourra revenir du côté de Sochaux? Pas sûr. Hein. Et pour pouvoir, faut payer aussi le salaire du joueur qui sera, on sait que Sochaux a des moyens limités pour le moment, notamment par la DNCG, un encadrement de la masse salariale. Et pour pouvoir récupérer de l'argent, certains joueurs sochaliens ont été priés de plier bagages cet hiver. Hein. Il y a Nicolas Nsemba, Martin François et Topei Obadeyi qui étaient arrivés sous l'ère Baskonia. Et certains joueurs ne seront pas renouvelés, seront libres cet été, comme Victor Glensling, dont le contrat jusqu'en 2021, mais il est autorisé à quitter le club librement en juillet. Ryan Senadji, qui est parti du côté de Béziers en prêt, et Romain Sens également. Donc, comme le dit le directeur sportif Thomas Degnaud, en parlant de Yohan Molo, c'est une piste tant compliquée que réalisable, mais qui peut s'avérer être un véritable coup de poker. Donc il annonce qu'il pourrait boucler le dossier sous 10 jours. Donc on attend. Donc c'était suite à un article de wisport.fr rédigé par notre ami Arthur Gaillon qui fait partie aussi de la troupe de Soyons Sport. Avec d'autres nouvelles également, vous savez qu'il y a eu aussi des incidents à la fin de cette rencontre, alors que c'était un match quand même assez tranquille. Et on a été, nous, témoins de ces incidents avec les forces de police qu'on a vu arriver très vite, monter du côté de la tribune nord. Et il y a eu des gaz lacrymogènes de lâcher, dont la fille de notre ami algérien Amine, qui c'était son premier match à Bonal. Elle avait 5-6 ans, c'était son premier match, donc elle est repartie avec les yeux en pleurs, mais pas en pleurs parce que elle avait vu un mauvais match, mais en pleurs parce qu'elle s'est retrouvée gazée. Donc je trouve ça quand même je trouve ça scandaleux quand même qu'on gaze tout le monde comme ça. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je pense qu'il y a eu des choses quand même assez graves pour qu'on en arrive là. En tout cas, j'espère. Mais j'espère que la fille d'Amine va bien, car elle est sortie du stade en pleurs. Elle avait très mal aux yeux.
C'était juste un petit aparté. Avec aussi des belles choses, avec Maxence Prévost qui était du côté de la tribune nord Sochaux et qui a lancé le fameux Aux armes socialien. C'était assez sympa, il était en capot lors de cette soirée. Il était suivi par nos confrères de l'équipe. Ils ont suivi justement toute cette soirée et on le voit. D'ailleurs, on a même fait quelques vidéos que vous pouvez retrouver sur la page Fred Sochaux où c'était assez sympa de voir le portier socialien Maxence Prévost lancer le Aux armes avec les ultras. C'est ça aussi l'esprit Sochaux. C'est la famille. C'est un club convivial et c'est pour ça que voilà qu'il y a aussi de gros qu'il y a de belles choses. Et puis c'est vrai comme le disait le porte-parole de la TNS Thibaut, Max n'a pas de problème pour lancer le Aux armes. Il connaît toutes les paroles, au moins 45 minutes à chaque match. Il est quelques mètres devant nous dans son but. Il entend presque nos conversations. C'est un gamin de Sochaux. Son état d'esprit est excellent. Il incarne notre identité. Il est simple, sans prétention. Il fait partie des nôtres. Je pense que quand on a dit ça, eh bien, on a tout dit sur Maxence Prévost. Un petit mot, oui, je parlais de la pelouse. La pelouse, c'est parti pour l'opération replaquage de Bonal avec ce lundi. Le début du décaissement de la pelouse du stade Bonal. C'est vrai qu'elle en a besoin. Elle a souffert terriblement comme bon nombre de pelouses en France. Et c'est vrai que c'est un gros problème, les pelouses dans les stades français. On espère en tous les cas que ça sera un bon replaquage et puis que les Sochaliens pourront avoir une belle pelouse. Car pour pratiquer du beau football, il faut également une belle pelouse. Un petit mot sur l'entraînement cette semaine, la semaine du 13 au 19 janvier. Ce sont des infos prises sur le site www.fcsochaux.fr. Lundi, c'était aujourd'hui, c'était à 15h. Ce mardi, 10h30 et 15h les entraînements. Mercredi, ce sera à 15h. Donc ça sera très bien pour emmener les enfants. Jeudi, 10h30. Vendredi, 10h30 et 15h. Et samedi et dimanche, ce sera repos pour les Sochaliens car ce sera un week-end Coupe de France. Un petit mot quand même de Gambardella pour vous dire que les Sochaliens se sont imposés du côté de Troyes. Ils se sont imposés, il n'y a pas de secret, 3-0. Donc l'enchaînement est parfait. En tout cas, bravo à cette jeune équipe de Sochaux. Bravo à Pierre-Alain Fro qui en est le coach. Et c'est vrai que... tu vas peut-être nous dire, Fred, quand est-ce qu'a lieu le tirage au sort de cette coupe Gambardella. Mais avant ça, on va écouter quand même le cri de guerre de tous ces jeunes gamins. C'est vrai qu'on les suit à longueur d'année, on les voit évoluer dans ces équipes réserves. On espère bien évidemment à la fin qu'ils passent tous professionnels, mais comme vous le savez, il y a beaucoup d'appelés et forcément peu d'élus. Mais c'est important la Gambardella pour les jeunes joueurs. Beaucoup de générations sochaliennes l'ont remporté et c'est très important. Mais on va écouter leur cri de joie dans le vestiaire. C'est toujours un moment très très sympathique. Appelez Aristora, appelez Aristora, appelez Manu, appelez Kenny, appelez Bamba, appelez Edi, appelez Adina, appelez Kamele, appelez Mila, appelez Adaki, appelez Persibi, appelez Winnie, appelez Titi, appelez Teddy, appelez Marco, Bon, moi je suis peut-être un peu trop vieux pour comprendre tout ce qui s'est dit. Je pense que c'est un discours peut-être de Jones, je ne sais pas. Mais en tous les cas, leur joie nous ravit. Enfin, leur joie vraiment nous font vraiment plaisir à voir, surtout et à entendre. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le Facebook de FC Sochaux Montbéliard, du site officiel de FC Sochaux Montbéliard, et puis vous aurez justement la joie de ces jeunes pousses sochaliennes lors de cette qualification donc en Coupe Gambardella. C'était les 32e de finale, je vous le rappelle, avec les clubs de Ligue 2 qui sont qualifiés. Toulouse est allé battre, avec Ligue 2 et également Ligue 1, avec les jeunes de Toulouse qui sont allés battre Rodez 4-1. La Ajaccio a battu Montpellier 2-1. Bordeaux et Châteauroux 1-partout, et c'est Châteauroux qui s'impose 4-3 au tir au but. Niort est allé s'imposer 4 tirs au but à 3 à la fin, du côté de Plabennec. À la fin du temps réglementaire, il y avait 2 partout. Guingamp est allé battre Vitré 5-1. Le Paris Saint-Germain est allé battre Lens 6-2. Caen est allé battre Marc 2-0. Au CRMS, 1 but partout. Et finalement, Metz passe au tir au but 4-3. Orléans et le LOSC, 1 but partout à la fin du temps réglementaire. C'est Orléans qui passe 4 tirs au but à 2. Et Le Mans a battu Blois 3-0. Un petit mot, Fred, sur justement la Gambardella. Avec, n'oublions pas, ici,
il y a eu aussi un beau résultat pour une équipe d'ici, le CA Pontarlier qui a battu Schiltigheim 2-1. Bravo à nos amis pontissaliens qui sont passés et qui seront au prochain tour. On peut aussi signaler le Dijon FCO qui est allé battre Riom 3-0. Et je pense que je n'en ai pas oublié. Fred, tu me corrigeras si j'ai oublié quelque chose, mais je crois que c'est le seul club, le deuxième club, le club franc-comtois, Pontarlier, et également Sochaux. Et tu vas nous donner justement le tirage au sort de cette Coupe Gambardella. Le tirage aura lieu ce jeudi. Donc, ce jeudi, à oui. quelle heure? Il n'y a pas d'heure idée, de préciser? Bon, il n'y a pas d'heure de préciser, donc vous suivrez ça sur le site de la Fédération française de football. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 2. Avant, on va vous donner quand même la prochaine journée, car il y a des matchs également comptant pour cette 20e journée. Je les rappelle, ce lundi 13 janvier, donc c'est-à-dire aujourd'hui, à 20h45, tout à l'heure, oui. Lorient recevra Caen à 20h45. Guingamp, ce sera samedi 18 janvier à 18h30. Guingamp recevra le Racing Club de Lens. Prochaine journée, ce vendredi 24 janvier. Ce sera la 21e journée. Au programme, Valenciennes-Le Mans, les rencontres auront lieu à 20h, je ne l'avais pas précisé. Auxerre-Sochaux, Lorient-Nancy, Caen, l'AC Ajaccio, Châteauroux-Niort, Grenoble-Chambly, Paris FC Rodez et Orléans-Guingamp. Et ce samedi 25 janvier à 15h, Lens recevra Clermont Foot. Au classement, le Racing Club de Lens est en tête avec 40 points et qui pourra accroître son avance, justement en battant Guingamp samedi prochain. Lorient, lui, pourrait reprendre la tête ce soir en battant Caen. Lorient qui est deuxième avec 39 points. 3 et troisième avec 38 points, ça ne s'invente pas non plus. L'AC Ajaccio est quatrième avec 36 points. Cinquième Clermont Foot, 33 points. Et on retrouve 9e Sochaux avec 28 points. En bas de classement, 18e Niort, premier barragiste avec 17 points. Ensuite, on retrouve 19e le Paris FC, 16 points. Et également 20e Orléans avec 13 points. Classement des buteurs, le Havrais Kadewere est en tête avec 18 buts, suivi de Gribic, le Clermontois, 14 buts, et également Wissa, le Lorientais, avec 11 buts. Eh bien, on va refermer cette page du FC Sochaux Montbéliard si plus personne n'a envie de réagir, et puis on va ouvrir la page National 2, National 3, avec beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, oui. Frédéric? Ça c'est moyen, on va dire moyennement passé pour les clubs franc-comtois. On va commencer déjà par la 16e journée de National 2, où ça s'est plutôt pas trop mal passé pour les deux clubs franc-comtois en lice, puisque la SM Belfort a fait match nul contre la réserve de Leeds 0-0. Au classement, les Belfortins sont 9e avec 18 points. Alors, deux rendez-vous pour les Belfortins. D'abord, ce samedi 18 janvier à 15h, pour les 16e de finale de la Coupe de France, les Belfortins recevront l'AS Nancy-Lorraine au Stade Serzian. D'ailleurs, tiens, comme tu parlais de tout ça, il y a aussi quelqu'un qui a réagi. Comme on est à Belfort, on n'est pas très loin de Sochaux, on revient un petit peu dessus. Alors, c'est Nicolas Simonin qui nous dit pourquoi pas remettre un 4-4-2 avec Sané et Lasme devant. Pourquoi pas? Après, ça sera au coach Omar Daf de décider. Vas-y, Fred. Et puis, quant au championnat, il reprendra le samedi 25 janvier pour les Belfortins, où ils se déplaceront à 18h du côté d'Agno, donc en Alsace. Dans le groupe D, Jura Sud recevait Saint-Brieuc-Est et ça fait match nul et un but partout. Au classement, Jura Sud est 8e avec 19 points et le 25 janvier, il se déplacera dans un derby même de la région face à Louan-Cuiseaux. On passe à National 3, c'était la 13e journée ce week-end, c'était la reprise. Alors tout d'abord, Jura de l'Oise s'est incliné sur le terrain de la Géocère 1-0. Le CA Pontarlier a écrasé Sens 4-0. La réserve de Dijon a battu Morteau-Mollebon 2-0. Vadin-Versel a battu Selongé 3-1. Roche-Neuvillard a battu la réserve de Sochaux 3-2. Le FC Guignon a battu le Racing Besançon 2-0. Et puis le Besançon Foot a battu Mont-Soleil-Mines 4-0. Au classement, le Besançon Foot est 3e avec 25 points. Le CA Pontarlier est 5e avec 22 points. La réserve de FC Sochaux-Montbéliard est 6e avec 19 points. Le Racing Besançon est 7e avec 18 points. Jura de l'Oie 8e avec 16 points. Morteau-Mollebon 9e avec 15 points. Vadin-Versel est 13e avec 8 points. Et Roche-Neuvillard, qui a obtenu sa première victoire hier, reste dernier et reste malgré tout dernier avec 6 points.
face à la réserve de Sochaux, 3-2, c'est une véritable surprise. Et puis Valdaon aussi, les petits... C'est leur deuxième victoire, Valdaon. Les promus se rebellent, donc attention aux équipes qui sont classées devant, car ces deux équipes commencent à montrer les dents. Je donne la prochaine journée aussi, avant de donner les réactions du match de Besançon Foot. Alors, le samedi 25 janvier, Jura de Loire recevra Sens. Le Besançon Foot se déplacera du côté de Morteau-Molebon. La réserve du FC Sochaux-Montbéliard recevra Guignon. Selon-Angers recevra Roche-Neuvillard. Dijon recevra Valdaon-Versel. Et puis le match que nous suivrons, notre grand format, ce sera le Racing Besançon qui recevra le CA Pontarlier. C'est tout bon, suivons, bien évidemment. C'est tout bon, Mr. Frédéric Fitch. Eh bien, on va écouter tout de suite. Je vous propose. On va parler du BF. Donc. Exactement. On va parler du Besançon Football qui s'est imposé, comme tu l'as rappelé, 4-0 face à cette équipe de Monceau. Une équipe de Besançon au football bien supérieure à son adversaire du soir. Et je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Philippe Forêt, l'entraîneur de Monceau, qui était forcément très déçu après cette rencontre. Mais il a un motif d'espoir de se sauver. Justement, il a vu aussi de bonnes choses de son équipe. On est avec le coach de Monceau, Jean-Philippe Forêt. Bon, je suppose que ce soir, après la défaite ici face au Besançon Football 4-0, je suppose qu'il y a beaucoup de déceptions. Oui, évidemment, beaucoup de déceptions. Le score est lourd. Bon, voilà. Le paradoxe, c'est que j'ai trouvé la première mi-temps plutôt correct de notre part. C'est peut-être cher payé, mais bon, on fait des erreurs quand même qui nous coûtent cher. Voilà. Après. Même si une belle équipe du BF en face, on n'a pas su. L'organisation était là, mais je pense qu'il y a quand même un grand manque d'agressivité en première mi-temps. Bon, deuxième mi-temps à 3-0, le match est différent. Même si on concède encore un but, on s'est quand même procuré 4-5 occasions. Le gardien a fait un bon match, il était déterminant à plusieurs reprises. Voilà, de toute façon, on sait qu'on est dans le dur. On est dans le dur. Bon, il reste tous les matchs retour. Bon, voilà, sur le fond, je reste confiant parce qu'on cible bien, nos carences. Donc, il faut vraiment qu'on se mette aussi dans un mode maintien, comme on dit, pour y arriver. Voilà, donc voilà, là, c'est après match, c'est 4-0, c'est une tôle quand même, donc pas grand chose à rajouter. Alors moi c'est vrai que j'ai vu cette équipe de Monceau jouer contre le Racing Besançon à Monceau, et j'avais vu une très très belle équipe justement qui allait de l'avant, qui avait de l'enthousiasme, et on n'a pas revu ça ce soir. Non, c'est que le Racing qui reste le match référence pour dire un mot à la mode. C'est vrai qu'on se devrait de renouveler ces performances. Ça passera par là aussi. Dans l'investissement à tous les niveaux, même si je pense que les garçons étaient appliqués, ils avaient envie de bien faire les choses, de bien faire. Sauf que le moindre ballon, je vois sur le premier but, une erreur de placement qui joue à peu de choses, et une qualité aussi en face offensive qui fait que qu'ils n'ont pas loupé l'offrande qu'on leur a laissée. Voilà, donc il y a le talent d'un côté offensif qui a fait que la moindre faute chez nous, ils en ont profité. On a été punis comme ça froidement, je pense, sur la première mi-temps. Voilà, ce qui a tué le match quand même, parce que 3-0, ça devient compliqué. Même si on a quand même essayé de revenir, mais non, on a manqué de justesse, on a manqué un peu de tout là, sur ce match qui fait que vite passé sera pour la semaine prochaine, et puis on attaquera les matchs retour comme il faut, je l'espère. Avec un match retour compliqué dans 15 jours pour cette équipe de Monceau qui recevra le leader, la JOCR. On va parler maintenant... on va parler justement de Mebrac. On va revenir sur l'attaquant Majid Mebrac. On va écouter sa réaction avec justement l'attaquant qui est double buteur dans cette partie. Et lui nous parle aussi de victoire logique face à cette équipe de Monceau. Mais on va l'écouter tout de suite. On est avec Majid Mebrac, l'attaquant du Besançon Football, qui recevait ici Monceau. Victoire 4-0 des Bisontins. Majid ce soir double buteur. Bon, cette victoire, on va dire, si on regarde l'ensemble du match, elle est logique.
Ouais, je pense qu'elle est logique. On a bien abordé le match, on avait à cœur de bien commencer l'année 2020 et de la finir surtout comme on avait fait en 2019. Je pense que c'est chose faite. On s'était parlé à l'échauffement, on avait dit de prendre le match au sérieux et direct, de faire un premier quart d'heure où on allait les presser très haut. On a réussi à marquer très tôt dans la rencontre et je pense que par la suite ça nous a aidés. On met le deuxième but, le troisième aussi avant la mi-temps. Donc 3-0 à la mi-temps, le match il est presque plié, on peut se le dire. Le troisième but, on sait que dans une rencontre, c'est souvent le plus important. Après, voilà, je pense qu'on a pris le match de la meilleure des façons. On l'avait bien préparé. On savait que Monceau avait déjà repris la semaine dernière face à Belfort. Donc ils avaient peut-être un peu la tête dans l'eau avec cette élimination, on ne sait pas. Après, on est tombé sur une belle équipe. On savait qu'ils avaient un potentiel offensif. Donc on savait qu'ils pouvaient répondre présent. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a tous fait le taf, que ça soit derrière comme devant. Donc on est très contents. Oui, c'est vrai que vous avez bien terminé l'année dernière avec cette victoire dans le derby. Vous recommencez cette saison. Justement, Monceau était un adversaire qui était relégable. Comment justement on aborde ces matchs-là? Parce que c'est vraiment les deux extrêmes qui s'affrontaient aujourd'hui. Exactement. Après, on sait que jouer face à des équipes du bas de tableau, entre parenthèses, c'est pas toujours forcément évident. Parce qu'ils viennent bien regroupés. Après, Voilà, je pense que le Rosemont, ça nous a un peu pénalisés sans trouver d'excuses. Mais parce que les équipes qui venaient regrouper, le terrain est beaucoup moins large. Donc Léo Lagrange, on le connaît quand même plus, ça fait quelques années qu'on joue dessus, il est très très large. Donc même une équipe qui défend bien, forcément, on arrive à jouer beaucoup sur les côtés, à les élargir au max et après trouver l'axe. C'est nous, on sait que c'est notre force au Besançon Football. Ça fait quelques années qu'on fonctionne comme ça, donc on est très content de retrouver Léo Lagrange et je pense que ça nous aidera aux rencontres à venir. Oui, on était, je crois, tous contents de retrouver le Léo Lagrange. Ça fait du bien de retrouver ce stade avec une belle pelouse, il faut le souligner quand même. Du bon travail qui a été réalisé par les services de la ville de Besançon. Et c'est vrai que c'est vraiment une pelouse qui est très sympa. Et d'ailleurs, de nombreux joueurs, justement, la trouvent très bien. Et en tous les cas, elle correspond aussi parfaitement au jeu des équipes byzantines. Et c'est vrai que face à des adversaires, face à de bons adversaires, c'est quand même mieux d'avoir une belle pelouse pour pratiquer, comme on l'a rappelé tout à l'heure, du bon football. Donc bravo pour ce bel équipement. On va maintenant refermer cette page football. Plus rien à préciser. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez voir l'intégralité de l'interview de Majid Mebra, car elle a duré pratiquement 9 minutes. On était bien, on parlait. C'était vraiment très sympa avec l'attaquant du Besançon Football. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur la page Fred Sochaux, où c'est que vous avez l'ensemble de toutes les vidéos qu'on fait chaque week-end. Oui, on peut dire ça comme ça. Et la semaine aussi, un petit peu. Eh bien, on va refermer cette page football et puis on va s'intéresser à la page handball, car il y avait un gros match du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz où le SBF recevait le leader Brest, qui était leader avant cette journée. Finalement, je vous replante le décor. Il reste quelques secondes à jouer. Brest mène 26-25, alors que le SBF s'est échappé plusieurs fois dans cette rencontre en comptant plus 3 buts. Mais en face, il y a aussi de sacrées joueuses, comme Anne Nagro, comme Manguet. Donc c'est compliqué de pouvoir tenir à distance cette équipe. En tout cas, il y a eu beaucoup d'engagement, de combativité de cette équipe byzantine. Je vous dis, il reste quelques secondes. Marine Dupuis, pénalty pour le SBF. Marine Dupuis, qui est la reine des pénaltys pour le moment, 100% à chaque fois depuis le début de la saison. Elle s'apprête à tirer le pénalty. Des gens regardent, d'autres non. Tout le monde est très tendu. Nous, on a confiance en Marine. Elle s'approche. 26-25, je vous rappelle le score. Elle transforme ce penalty 26 partout et le SBF peut exulter car il faut rappeler quand même que Brest-Bretagne a un budget de pratiquement de plus de 5 millions d'euros, ce qui représente 4 fois le budget de Besançon quand même. Donc c'est beau le sport quand on arrive à rivaliser justement avec de grosses écuries. Et le SBF n'a plus perdu depuis cette rencontre, c'est un record. Et pour le moment, le SBF
est quatrième avec 30 points. Et puis son adversaire du jour, Brest, lui, est retombé au deuxième rang puisque Metz s'est imposé face à Toulon-Saint-Cyr 31-18. Je vous rappelle les scores. Dijon est allé battre Fleury-Loiret 31-27 et Chambray avait battu Nice 31-23 pour la 14e journée en LFH. Et on va écouter tout de suite la réaction de Raphaël Tervel, bien évidemment. Vous l'avez compris, très ravi à l'issue de ce match nul qui, pour l'entraîneur de l'SBF, est presque synonyme de victoire. On est avec Raphaël Tervel après le match nul face au leader Brest 26-26. Quel match ce soir, quelle intensité. C'est un match carrément de Coupe d'Europe, on peut dire. Ah bah oui, on l'avait dit dans le vestiaire, la Coupe d'Europe c'est fini pour nous, mais on va avoir un match de Coupe d'Europe au mois de janvier, c'est Brest, un match de Coupe d'Europe au mois de février, c'est Metz, donc voilà, on l'aborde vraiment comme ça, on s'est mis au niveau justement de cette Coupe d'Europe, on savait que l'adversaire, on n'avait pas trop le choix en même temps, mais c'est vrai que c'était génial, il y a beaucoup d'émotions sur ce match. Mentalement, ils ont été hyper costauds parce que revenir de -3 contre une équipe comme ça avec l'expérience qu'il y a en face, je dis juste chapeau, on y a vraiment cru jusqu'au bout. Tout le monde s'est mis au service du collectif sur cette deuxième mi-temps, chacun a fait le job. Marine, la pression, elle connaît pas, donc franchement, c'est juste génial, quoi. Oui, parce que vous avez été mené, Brest a mené aussi et vous êtes revenu au score. Voilà, c'est magnifique. Ouais, c'est un vrai bon match nul qui a presque le goût de victoire parce qu'effectivement, on était quand même bien mal engagé à la fin, mais c'était juste génial. En plus, il y avait un public fantastique, ça a poussé, c'était chouette. Même à la télé, apparemment, il disait qu'il y avait tout le monde entendait le monde, le bruit, donc c'est vrai que c'est génial. On continue sur notre série. Ça fait 7 matchs maintenant qu'on n'a toujours pas perdu en LFH, donc c'est génial. Je crois qu'on n'avait jamais fait une telle série, donc on va continuer et puis on verra bien jusque ça nous mène. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous pouvez accrocher ces équipes, parce qu'on sait que Brest et Metz, elles ont des budgets 3 fois, ou même 4-5 fois supérieurs à Besançon. Ouais, mais voilà, on sait que en plus chez nous, avec ce public-là, les filles se révoltent sur le terrain et c'est les meilleurs matchs, c'est ceux qu'on adore jouer quand on n'est pas favori. Mais on sait effectivement que sur un match, tout est possible, qu'on peut embêter tout le monde et on l'a encore prouvé ce soir, donc c'est parfait pour nous. Bon, c'est une année qui commence bien avec la victoire à Nice, le match nul ici, comme vous le disiez, est synonyme de victoire, c'est un bon début. Ouais, l'année a bien fini, elle recommence bien aussi, donc c'est vrai que c'est sympa. On va vraiment essayer de continuer sur cette dynamique-là. Pour l'instant, tout le monde est bien. On a un vrai groupe, on a quand même 17-18 joueuses qui sont opérationnelles. Quand le niveau LFH, ça aussi, ça compte. Je pense à celles qui ne sont pas sur la feuille ce soir, mais qui sont partenaires d'entraînement et qui poussent justement chacune à être à leur meilleur niveau la semaine. Et après, ça donne des performances comme ça sur le samedi, donc c'est top. Un petit mot sur Eco, joker médical qui a livré un gros match ce soir. Ouais, pour dire qu'elle est arrivée il n'y a pas longtemps, c'est sûr qu'elle nous a vraiment fait du bien sur les prises de responsabilité de loin, sur une défense qui montait pas trop, qui nous a beaucoup attendu à 6 mètres. Et effectivement, avec sa puissance, elle a trouvé des tirs de loin, donc c'était bien, c'est une belle intégration, c'est un bon début et puis on va continuer, mais voilà, c'est vraiment tout le monde, quoi. Ce soir, c'est pas que une ou deux, tout le monde a fait ce qu'il fallait, tout le monde a joué son rôle et c'est ça qui est génial. Et Marine qui termine. Voilà, c'est clair, elle est à combien, 7 sur 7 ou 6 ou 7, 100%, avec le dernier, c'est juste extraordinaire, quoi. Merci beaucoup, bon match à Bourg-de-Péage, ce sera le prochain match. Ouais, ça va être dur, on sait que Camille nous attend de pied ferme, c'est toujours le match piège, donc on va savourer quand même cette victoire ce soir, et puis après on va vite se remettre au boulot parce qu'on a un match qui s'annonce plus que compliqué samedi, donc voilà. Merci beaucoup et encore bravo. Merci. C'était Raphaël Tervel, l'entraîneur de l'ESBF. Prochain match pour les Byzantines, ce sera donc ce samedi 18 janvier à partir de 20h du côté de Bourg-de-Péage. Une autre équipe était en lice ce dimanche, c'était Palante Besançon Handball qui recevait Le Havre. Et finalement, les Byzantines se sont inclinées 34-24 du côté du Palais des Sports. Gagny Yalouz, au classement, elles sont 8e avec 12 points. Prochain match pour justement les Byzantines de Palante, ce sera du côté
de Stella Saint-Maur, l'équipe de la région parisienne, ce samedi 18 janvier à 19h au gymnase Brossolette, si vous voulez tout savoir. Et puis Stella Saint-Maur est en deuxième position de ce classement de Division 2. Un petit mot de basket pour juste vous indiquer que les joueurs du Bezac se sont inclinés du côté d'Andrézieux 92-70 pour la 19e journée nationale 1. Et ils sont actuellement en 11e position avec 25 points. Et la prochaine rencontre pour les Bisontins, eh bien, ça sera du côté du gymnase des Montboucons. Ce sera ce samedi 18 janvier à partir de 20h, où nous serons peut-être d'ailleurs face à la Charité Basket. Eh bien, on en a terminé avec cette émission Soyons Sport. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Merci Fred, et puis bonne semaine à toi. Merci à toi aussi. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. C'est ça, tu as dit, on ne se retrouvera pas la semaine prochaine car il n'y a pas d'actualité, de grosse actualité ce week-end, mis à part la Coupe de France. On souhaite d'ailleurs bonne chance à cette équipe de l'ASM Belfort qui recevra Nancy du côté du stade Cerzian. D'ailleurs, les places seront en vente cette semaine, donc voilà, il va falloir remplir le stade pour pousser les Belfortins. D'ailleurs, on sera au stade Cerzian samedi prochain, et on se retrouvera donc le 25, 26, 27 janvier, si je ne me trompe pas, à partir de 18h. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Et maintenant, c'est l'émission de Rachid. Fred. Musique d'ailleurs. Voilà, à partir 100% oriental pour être présent. À partir de 20h, on le salue Rachid, et puis on lui laisse l'antenne, et bien sûr on se quitte sur le traditionnel Allez Sochaux. Merci à toutes et à tous, bonne semaine. Apparaissez sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters.